nous avons solidarité, rassemblement en solidarité avec les femmes afghanes à Paris. Alors c'était un petit peu pour répondre à, vous savez, cette espèce de tweet dégueulasse qu'il y a eu, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, je pense, avec ce fameux message de oh bah dites donc les féministes, on vous entend pas du tout protester ou soutenir les femmes afghanes, bravo le féminisme, c'est un petit peu de votre faute s'il y a des talibans. Bref, donc du coup, tac, voilà, un rassemblement en solidarité avec les femmes afghanes à Paris. Bon après, encore une fois, je ne sais pas à quel point ces rassemblements, je suis un petit peu dans la désillusion peut-être à ce niveau-là, mais je ne sais pas à quel point les rassemblements de personnes autour de sujets comme ça, où de toute façon on ne peut pas y faire grand-chose. Je ne sais pas à quel point c'est utile, à part montrer à un peuple le soutien qu'on lui témoigne. Écoutez, dans tous les cas, c'est bien que ça se fasse, hein, bien évidemment, mais à chaque fois, je me demande réellement quelle est l'utilité de tout ça, à part d'avoir des belles images de manifestation et juste de pouvoir manifester son soutien, ce qui est énorme parce que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Pour suivre certains streamers qui font des lives un peu n'importe quand et d'autres qui ont un emploi du temps carré pour la semaine, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Mais oui, carrément. Alors moi, je préfère avoir... je suis désolée, on repart sur la discussion emploi du temps. Je préfère avoir un emploi du temps un peu fixe, au moins avoir quelques rendez-vous fixes où on sache qu'on se retrouve à ce moment-là. Notamment pour les lives du soir. Je trouve que c'est chouette de pouvoir se dire, bon bah voilà, on se retrouve le mardi soir et c'est établi, on se retrouvera toujours le mardi soir et après ce sera un peu fluctuant, pourquoi pas, mais je pense que je préfère avoir 1 ou 2 soirs où je suis sûre que je vais faire quelque chose, voilà. Après, notamment pour les Twitch, les live Twitch, pardon, euh, plus centrés sur du jeu vidéo, par exemple, je pense que cette année, ça va pouvoir popper un peu plus aléatoirement, on va dire, dans votre emploi du temps à vous et dans mon emploi du temps à moi. Mais j'aimerais bien quand même conserver des moments sûrs où on puisse se le dire et voilà, se dire, ben voilà, le mardi soir, on est tous ensemble, par exemple. Je dis le mardi soir parce que c'est quasiment sûr qu'il y aura, c'est même sûr, qu'il y aura un live tous les mardis soirs. Tartiflette gravou en goûtant le plat à 10 miam, c'est pas mal. Je crois que c'est un succès. Bon, c'est déjà bien si vous mangez bien. J'ai une triste salade, donc ça me fait plaisir qu'on s'énerve ensemble sur les actualités. Parfait, on va tous s'énerver ensemble sur les tristes salades. Le bloc femme est bien connu. Je suis effectivement rassurée, mais les avantages, c'est de s'énerver sur les news avec la bouche pleine de pâtes courgettes jaunes, ça brûle. C'est vrai. C'est vrai. Salut Colette, c'est ce que je me disais, tiens, elle stream le jour maintenant. Ben oui, en fait, les revues de presse, ça a toujours été un peu plus tôt, soit dans l'après-midi, soit à midi. Mais c'est vrai que c'était pas très régulier. Là, de toute façon, il y en aura au moins une par semaine, et il faudrait que j'établisse un jour sur lequel c'est le mieux, et sur lequel je puisse aussi être avec vous le plus possible. Quoi. Donc voilà. Bref, donc un article sur le rassemblement en solidarité avec les femmes afghanes à Paris. Aujourd'hui, j'ai pas sélectionné les articles les plus durs que j'ai trouvés. On a énormément parlé déjà de la situation en Afghanistan pendant le gros live qu'on avait fait sur l'espèce de revue de presse de l'été. Donc du coup, je voulais pas reparler et relire les mêmes articles parce que même si c'est pas les mêmes articles, fondamentalement, ça dit à peu près les mêmes choses parce qu'il n'y a pas eu énormément de nouveautés. Si, dans les nouveautés, je sais pas si vous avez vu, mais sur Twitter, en tout cas, il y a eu une espèce de vague de panique parce qu'il y a eu une vidéo qui montrait des talibans en train de se filmer devant des chars qui auraient été laissés par l'armée américaine. Or, ça a été assez vite débunké et il s'avère que ce sont de vieux chars soviétiques qui traînent en Afghanistan. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que je ne m'y connais pas assez bien au niveau de la situation géopolitique de l'Afghanistan, mais qui traînent en Afghanistan depuis pas mal de temps et qui ne seraient pas réellement utilisables. Voilà, donc les Américains n'ont pas laissé d'armes de destruction, d'énormes armes de destruction derrière eux, normalement en partant et en fuyant le pays. Mais bon, voilà, j'ai vu qu'il y avait ce debunk qui circulait un peu sur Twitter juste après que cette vidéo-là ait énormément suivi. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui depuis l'intervention russe dans les années 70. Voilà, merci Félix. Il y a énormément de choses comme ça qui arrivent, mais c'est souvent des news qui sont pas forcément vérifiées ni vérifiables. C'est compliqué en fait dans des situations comme ça d'avoir de l'info qui soit absolument sûre. Moi en plus je suis pas une experte en géopolitique même si je connais quelques trucs,
Mais oui, en gros, je suis pas une grande experte en géopolitique, donc j'ai pas réellement d'intérêt, et vous n'auriez pas réellement d'intérêt à discuter de ça avec moi. Donc du coup, la situation des femmes en Afghanistan, puisqu'on parle essentiellement de ça dans les revues de presse, de la situation de l'actualité, on va dire, féministe, LGBTQI+, de l'actualité sexo aussi, de ces actualités-là, finalement, il y avait pas, moi j'avais pas grand chose de plus à dire, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas plus là aujourd'hui. Je voulais juste faire remarquer qu'il y avait bien eu des rassemblements en solidarité avec les femmes afghanes à Paris. Confondre des chars américains avec des chars soviétiques, il y a comme une légère ironie, je trouve, hein, n'est-ce pas? Bonjour Sonophobiche. Et puis je n'ai pas accès à mes vidéos mignonnes pour surmonter le moral, donc merci de ne pas avoir les articles les plus durs. Oui, ben normalement ça devrait pas être trop violent. Merci Félix pour le petit topo historique. Ça fait toujours du bien. Coucou June. Donc, un article sur le rassemblement en solidarité avec les femmes afghanes à Paris, un article là-dessus, le fameux 3919, qui n'est pas un code du coup, mais qui est bien le numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences. Donc, le 3919 accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une mesure nécessaire qui va augmenter le nombre d'appels. Donc, en gros, c'est une extension des heures d'écoute de ce numéro, le 3919, et c'était très très important. On avait fait pas mal de live juste avant l'été autour de ça, parce que il y avait un énorme problème avec le 3919. Il avait été question de changer le numéro, etc. Non, ça ne l'était pas. Voilà, ça ne l'était pas. Il y avait eu un moment où au 3919, il n'y avait pas un numéro d'écoute qui soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, c'était juste essentiel, c'était une évidence qu'il fallait faire ça et que c'était une des premières choses à faire pour lutter contre les violences conjugales. Donc c'est juste parfait finalement que au moins on ait ça. Alors encore une fois, je me réjouis de ça, mais en vrai c'est la base, hein, d'avoir un numéro d'écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc voilà, on était toutes un peu persuadées que c'était déjà le cas, ça n'était pas déjà le cas, c'est très très bien que ça puisse l'être. Il me semble que ça a été le cas. Il fut un temps, puis que ce n'était plus le cas, puis que ça a été le cas à nouveau là, maintenant, tout de suite. Donc du coup, vraiment, une très bonne mesure, une mesure de base. Donc il n'y a pas non plus à se réjouir au-delà de ce que ça devrait être, mais parce que ça devrait être normal, mais c'est quand même une très bonne mesure. Oui, numéro d'urgence dispo aussi sur le Discord, effectivement, Kitty, tu fais bien de le dire. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le Discord, il y a énormément de numéros d'urgence pour tout un tas de trucs qui sont disponibles sur ce Discord-là si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à aller choper les numéros d'urgence là-bas. Une petite vidéo parce que je me suis dit que finalement, eh bien, c'était plutôt bien d'avoir de temps en temps des vidéos aussi dans ce format-là. Puisque il y a très peu de temps, le Figaro Live a publié une petite vidéo qui dit peut-on être féministe et de droite. Donc bien évidemment, encore une fois, je n'ai pas vu les vidéos, je n'ai pas lu les articles avant qu'on les regarde et qu'on les lise ensemble, donc on va découvrir ça ensemble. Là, c'est Eugénie Bastier, du coup, qui est la journaliste, une journaliste du Figaro, qui parle de ça, de ce féminisme de droite. Je vous avoue que je suis assez dubitative et en même temps pas du tout, je ne suis pas du tout surprise parce que, comme on le dit très 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 souvent, le féminisme s'incarne dans énormément de choses différentes et dans énormément de secteurs, on va dire, différents. Il n'y a qu'à voir à quel point au sein d'un féminisme, même estampillé gauche, il y a énormément de points de divergence au sein même de ce militantisme-là. Donc du coup, bien évidemment, il y a des féministes aussi, il y a des personnes qui se revendiquent féministes et qui sont de droite, voire d'extrême droite, il y a des personnes qui se revendiquent féministes et qui sont très 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 anti-religion, il y a des personnes qui se revendiquent féministes et qui sont dans une religion complètement et qui sont très croyantes et qui sont très pratiquantes également. Voilà, il y a des féministes, encore une fois, je le rappelle, et il est bon de le rappeler, qui sont pro-travail du sexe, et des féministes qui sont complètement contre le travail du sexe, des féministes qui ont des avis très très divergents sur le voile, sur plein de trucs, bref. Le féminisme s'incarne dans tellement de personnalités et de choses, d'idées différentes, que finalement, encore une fois, je le répète, et vous aussi n'hésitez pas à le répéter dès que vous le pouvez, parce que c'est quelque chose que les gens n'ont pas assez en tête, c'est que
dire je suis féministe, c'est à peu près pareil que de dire j'ai des idées politiques. C'est-à-dire que ça veut dire qu'effectivement vous êtes probablement un militant, une militante, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez telle ou telle idée. Vraiment, le féminisme, c'est très très large et on peut avoir tout un tas d'idées tout en se revendiquant tous et toutes féministes. Mais quelle horreur, j'imagine une femme en détresse convaincue de la même chose se retrouver face à une messagerie automatique. Ouais, pour le 3919, oui. Il était vraiment plus que temps que ce service-là redevienne aussi couvrant, on va dire, au niveau des horaires. J'avoue que dans mon esprit, féminisme et droite sont un peu opposés, mais il faut voir ce que dit la madame à ce sujet. Pour les personnes qui sont fondamentalement de gauche, bien évidemment qu'on se demande comment est-ce que certaines idées peuvent cohabiter. Mais d'un autre côté, encore une fois, moi qui suis une féministe pro-travail du sexe, il y a énormément de féministes abolitionnistes qui ne comprennent pas comment des idées féministes et des idées pro-travail du sexe peuvent cohabiter aussi. Donc je pense que le féminisme est tellement quelque chose de passionné et de passionnel qu'on a tendance peut-être à ne pas comprendre comment est-ce que les autres peuvent avoir des idées qui nous semblent fondamentalement aussi différentes et se revendiquer quand même d'un même courant. On va voir ça. Moi, je pense savoir à peu près déjà les arguments qu'elle va sortir. Parce que... et que je trouve très souvent de mauvaise foi. Mais peut-être que c'est moi qui suis de mauvaise foi. Donc, bon, écoutez, on va voir ça ensemble. Spoiler, le blog féministe n'existe pas. Oui, Kitty, et c'est très bien de le rappeler très 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 souvent. Ensuite, alors une nouvelle beaucoup moins bonne. IVG, le Texas restreint le droit à l'avortement. La Cour suprême laisse filer. Il y a un vrai souci à ce niveau-là, c'est une certitude. Aux États-Unis, c'est toujours des droits qui sont très fragiles un peu partout, et particulièrement aux États-Unis. Ensuite, PMA pour toutes après la loi des femmes confrontées à l'indifférence et au je m'en foutisme. Je trouvais que c'était bien peut-être de faire un petit rappel de ce qui se passait maintenant après que la loi ouvrant la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires ait été promulguée. Et ben qu'est-ce qui se passe réellement dans les faits? Je trouvais que c'était assez important d'en parler. Je suis désolée, aujourd'hui, beaucoup d'articles de Libération, mais parce que, encore une fois, ils sont très à donf sur tous ces sujets-là, et du coup, il y a énormément de trucs qui sortent en ce moment. C'était compliqué de trouver quelque chose qui soit pas complètement en lien avec la situation en Afghanistan et qui soit vraiment sur un sujet féministe, donc à nouveau, pas mal d'articles de Libération. La Géorgie aussi vient d'essayer de passer le même truc que le Texas, d'ailleurs, oui. Ouais. Et enfin, si on a un peu de temps, j'aimerais vraiment qu'on regarde ça. Ça fait longtemps que c'est sorti, au début du mois d'août. Mais pour autant, ça fait plusieurs fois que je le mets dans plein de revues de presse, que je le mets aussi dans certains lives un peu plus grands où on regarde des reportages et qu'on n'a jamais le temps de le regarder. J'aimerais vraiment regarder ce reportage-là sur les blocs négros avec vous parce que ça, pour le coup, c'est une forme de féminisme qui me fascine un peu et où je suis très impressionnée par la façon dont certaines féministes répondent à la violence par la violence. C'est quelque chose qu'on n'a tellement pas l'habitude de voir et quelque chose qu'on n'attend tellement pas que je trouve que ça reste assez impressionnant. Et alors, petite nouveauté, si on a le temps également. Donc un article qui cette fois-ci est sur un journal papier, donc c'est-à-dire sur la Déferlante, vous savez, la revue féministe dont je vous avais parlé et que j'avais commencé à lire. Il y a un article qui me semble, enfin il y a beaucoup d'articles qui me semblent très 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 intéressants, mais certains sont longs, je ne sais pas à quel point ça va être intéressant ou pas. De lire, que je lise quelque chose qui soit sur papier et que vous ne pouvez pas voir. Bon, même si en vrai, j'ai déjà fait aussi des lectures de livres, donc quelque part c'est un peu le même principe. Mais il y a une petite chronique écrite par Mélusine, qui est une militante féministe et antiraciste, qui a signé plusieurs articles et tribunes publiés dans Mediapart, Libération ou Panthère Première. Elle est également l'une des contributrices de l'ouvrage Racisme de France, paru en 2020 aux éditions La Découverte. Et du coup, c'est une chronique sur le féminisme et l'argent. C'est une chronique assez courte et qui n'est pas du tout illustrée. Donc je me suis dit que comme ça, au moins, vous ne loupiez vraiment rien. Je ne l'ai pas lu, du coup, quand je l'ai vu, j'ai sauté le truc en me disant que ce serait chouette qu'on le fasse en live. Donc, petit article également de la Déferlante que je vais vous lire à un moment de cette revue de presse. Et on va s'y attaquer
Tout de suite avec ce fameux rassemblement en solidarité avec les femmes afghanes à Paris. Une centaine de personnes rassemblées à l'appel d'associations féministes, syndicats et partis politiques ont exprimé samedi à Paris leur solidarité envers les femmes afghanes, cible privilégiée des talibans. Solidarité indéfectible avec les femmes afghanes, debout avec les femmes afghanes contre les talibans, droit d'asile pour toute personne menacée, droit d'asile, accueil, hospitalité pour les femmes afghanes, sur des pancartes, tandis que les manifestants chantaient solidarité avec les femmes du monde entier. Une centaine de personnes se sont ainsi rassemblées samedi après-midi à Paris, une semaine à peine après une première manifestation à Paris à l'appel d'associations féministes, de syndicats et de partis politiques. Ces derniers ont exprimé leur solidarité envers les femmes afghanes, cible privilégiée des talibans. En Afghanistan, le spectre des années de plomb ressurgit. En cible privilégiée, les femmes. Se sont inquiétées la trentaine d'associations organisatrices dans leur appel à manifester à proximité du ministère des Affaires étrangères. La France doit accueillir en extrême urgence sur son sol toute personne rendue vulnérable par l'accession au pouvoir des talibans, réclame-t-elle. On se souvient de ce qui s'est passé entre 1996 et 2001, où les femmes notamment n'avaient plus le droit de sortir sans être accompagnées d'un mâle, n'avaient plus le droit de travailler, étaient obligées de porter une burqa, etc., a déclaré à l'AFP Suzy Rochman, porte-parole du collectif national pour les droits des femmes, l'une des associations organisatrices. Pour les personnes évacuées en France, nous voudrions qu'elles bénéficient du droit d'asile sans aucun problème, et que toute personne menacée qui demande à venir en France puisse le faire, que des personnes déjà là qui demandent le regroupement familial puissent l'obtenir, a-t-elle ajouté. L'indifférence de la communauté internationale. Parmi les manifestants, Sandrine, prénom modifié, a jugé important de venir. On est là pour défendre. Bonjour, Erin Firidia. Salut, le raid. Bonjour, le raid. Vous êtes tombé dans un nid de féminasgule. Attention. Bonjour, merci beaucoup pour le raid. Et salut, Boctose. Où en étions-nous ? On est là pour défendre les femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui vont subir là-bas le fait qu'on les a lâchés, regrette-t-elle auprès de l'AFP. Ruth, étudiante de 24 ans et militante pour les droits humains en général, voit un scandale dans la situation en Afghanistan et l'indifférence de la communauté internationale. Eva, 53 ans, soutient les femmes et le peuple afghan. Patrice Jacob, 34 ans, co-référent de Génération S à Paris, venu en solidarité avec les femmes afghanes et tous les Afghans, estime ridicule le nombre d'Afghans évacués vers la France, un grand pays. Dissimulée sous une burqa bleu foncé, une pancarte accrochée sur son dos implorant « Après le 31 août, ne les oubliez pas ». Une jeune femme afghane a protesté devant des journalistes contre la dictature des talibans. Âgée de 28 ans, elle vit depuis 7 ans en France, confie-t-elle, mais toute sa famille est là-bas. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé samedi après-midi depuis l'Irak que des discussions ont été entamées avec les talibans afin de protéger et rapatrier des Afghanes et des Afghans, en situation de risque depuis le changement de régime à Kaboul le 15 août. Ceci alors que les opérations françaises d'évacuation sont officiellement terminées depuis ce vendredi soir. Bon voilà, comme vous le savez, je suis désolée le raid, vous arrivez un peu en mode sur des choses tristes, et j'en suis désolée. Qu'est-ce que vous faisiez, vous ? Chez toi, Erin, qu'est-ce qui se passait ? Que faisiez-vous ? Oui, écoutez, c'est à chaque fois pour moi. Écoutez, notre raid. Bonjour, Gunpi, merci pour ton raid, merci beaucoup. Bonjour à tous. La semaine pro, on va regarder un docu sur l'Afghanistan. Ah, bon bah effectivement, j'ai fait le même A un peu que ouais. Bonjour Lilou, salut Gunpi, merci beaucoup. The JMC 08 à l'attaque. N'est-ce pas que ça fédère un peu, qu'il y a un côté un peu dans le Seigneur des Anneaux. Salut Peachy Peach. Écoutez, bonjour à tous, installez-vous confortablement. On est en train de parler de l'Afghanistan, donc oui, c'est toujours un peu compliqué dans des lives, c'est ce que j'expliquais au début du live. Dans un live, bonjour l'anti-stream, dans des lives finalement féministes et qui ont comme but aussi, mine de rien, de parler de l'actualité féministe, LGBTQ, sexualité, etc. C'est toujours compliqué de traiter des affaires comme ça parce que assez tard, à mon avis, dans le conflit, on n'aura qu'une idée extrêmement vague et très très abstraite de ce que vivent réellement les femmes en Afghanistan. Donc, à part relayer comme ça des rassemblements, appuyer sur le fait que je ne sais pas vraiment à quoi ça peut servir, mais que c'est très très bien que des personnes se réunissent, continuent à dire qu'on n'a pas hébergé assez de monde, qu'on n'a pas reçu assez de monde, qu'il faut recevoir plus de monde chez nous et que c'est important de protéger ces personnes-là.
à part avoir de temps en temps des échos plus ou moins vrais, plus ou moins vérifiés et vérifiables sur les situations des uns et des autres dans ces pays-là, on va pas pouvoir parler de grand-chose en vrai, puisque au niveau, encore une fois, de la situation géopolitique, c'est pas tellement ce qu'on fait là, dans ces lives-là. Donc c'est toujours hyper important, je pense, de continuer à en parler, de ne pas les oublier, de continuer à dire ça existe, c'est en train de se passer, mais c'est très compliqué d'avoir de vrais gros articles bien écrits dessus, parce que sur ces situations-là dont on parle beaucoup dans ces revues de presse, dans mes revues de presse en tout cas, euh, c'est compliqué d'avoir des choses claires sur ce qui se passe actuellement pour les femmes en Afghanistan. Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs dans votre live à vous, Gunpei, parce que voilà, hein, Erin et Gunpei, que faisiez-vous? Que faisiez-vous dans vos lives? J'espère en tout cas que c'était chouette et que vous passiez un bon moment et que vous allez passer un bon moment ici aussi, dans cette revue de presse-là. Ensuite, article suivant du coup, l'article sur le 39, on parlait de l'Afghanistan, très raccord. Ah bah écoutez, voilà, vous êtes arrivé sur quelque chose de très très raccord pour tout le monde. Si c'est pour qu'elles finissent dans des camps bidonvilles, je suis pas sûre que c'est une bonne chose de les accueillir. Je pense que beaucoup de situations sont préférables à la situation qu'ils vivent ou qu'elles vivent actuellement. Après, bien évidemment, si c'est pour les recevoir dans des conditions complètement indécentes et qu'ils soient en danger aussi ici, ça ne sert à rien, c'est sûr. Mais je pense qu'on peut les accueillir dans des situations décentes, enfin dans des conditions décentes. Donc c'est vraiment c'est complexe, ce questionnement-là, encore une fois, je vous le dis par rapport aux femmes en Afghanistan, parce que, encore une fois, on a très très peu de données réelles, vérifiables, vérifiées sur ce qui se passe, sur réellement comment se passent les évacuations, qui a été évacué ou pas, à quel point c'est encore possible d'évacuer le pays ou pas, à quel point il y a réellement des négociations pour protéger les populations les plus à risque dans ces pays-là. C'est très 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 complexe d'avoir des avis sur ce qui se passe et d'avoir des avis argumentés et vérifiés sur ce qui se passe. Donc, bon, on va faire comme tout le monde et attendre, mais en attendant, justement, il ne faut pas oublier, il ne faut pas arrêter d'en parler, il faut rester éveillé sur ce qui se passe là-bas. Donc bref, je suis contente d'avoir pu lire ce petit article-là, mais je suis bien consciente que pendant quelques temps, on ne va pas avoir énormément d'articles qui vont apporter des choses très différentes parce qu'on ne sait pas grand-chose. Les gouvernements ont les moyens, ils ne les mettent pas en œuvre, c'est plus simple. Bah oui, c'est ce dont on a l'impression aussi. Après, ce serait intéressant d'écouter quelqu'un nous parler réellement de la difficulté de l'accueil, de l'évacuation aussi sur le terrain, de nous parler de ce qui se passe. Enfin bref, ça va être quelque chose dont on va sûrement pouvoir parler d'ailleurs dans les semaines à suivre et dont j'espère qu'on va pouvoir parler et j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose globalement. Donc, un article sur le 39-19, accessible maintenant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une mesure nécessaire qui va augmenter le nombre d'appels. Je rappelle que jusque-là, ce n'était pas le cas. Le 39-19, qui est la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences, jusque-là n'était pas accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui était une grosse faille quand même dans le système mis en place contre les violences conjugales. Depuis ce week-end, la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences, le 39-19, est joignable 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, y compris les week-ends et les jours fériés. Encore une fois, ce n'était pas le cas avant. La ligne devient ainsi accessible aux femmes des Outre-mer en journée et aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage. Depuis ce samedi, la ligne d'écoute 3919 est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les week-ends et les jours fériés. Une mesure nécessaire et importante pour Françoise Brier, directrice générale de la Fondation nationale Solidarité Femmes, qui gère cette ligne depuis sa création en 92. Cela permet à toutes les femmes de nous solliciter quand elles le souhaitent, et en particulier aux femmes dans les DROM, d'être reçues malgré le décalage horaire, précise-t-elle. L'extension de la plage horaire a commencé fin juin, avec une ouverture toutes les nuits en semaine. Très utile, juge la directrice de la FNSF. Ces 2 derniers mois, les écoutantes ont reçu entre 40 et 50 appels par nuit. Alors bien évidemment, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait eu des appels la nuit. Enfin, très souvent quand même, la nuit, c'est aussi un moment où potentiellement ces femmes-là peuvent se soustraire à la surveillance, on peut dire, d'un conjoint parce que le conjoint dort tout simplement. Enfin voilà, il y avait quand même une énorme faille dans ce système de prévention ou
de protection contre les violences conjugales parce que juste, les numéros n'étaient pas accessibles pour énormément de personnes et n'étaient pas accessibles quand il y en avait besoin, quand elles le souhaitent et surtout quand elles le peuvent. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Cela permet à toutes les... Pardon, on était... Et une fois que nous aurons communiqué sur cet élargissement, ça devrait encore augmenter. 16 écoutantes ont été recrutées pour assurer les nouvelles tranches horaires entre 22h et 9h. Alors, 16 écoutantes, ça paraît être rien, mais c'est déjà beaucoup par rapport à rien du tout, justement. Et entre 22h et 9h, bien évidemment qu'il y avait besoin d'avoir des personnes pour recueillir aussi les témoignages et oui, et toute la violence qu'il pouvait y avoir intrinsèquement dans certains couples. Voilà, c'était bien évidemment que ça ne s'arrêtait pas la nuit et que les besoins en aide ne s'arrêtaient pas la nuit. Donc, très 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 important, cette extension des horaires et des jours de disponibilité du 39-19 et également d'ailleurs, comme ça a été dit, parce que même avec le décalage horaire, ça fait que du coup, des femmes qui sont loin peuvent quand même avoir accès à ce service-là. Parce que effectivement, dans les départements d'outre-mer, il n'y avait pas ce service-là qui était disponible pendant la journée, du coup, ce qui est quand même assez fou aussi. On sait que les soirées et les nuits peuvent être très angoissantes pour les femmes victimes de violences, donc ça leur permet d'être reçues au téléphone par une professionnelle à n'importe quelle heure. Des fois, nous sommes appelés juste après. La ligne s'ouvre aux personnes sourdes et ayant des troubles du langage. Ça aussi, c'est fou, mais jusque-là, il n'y avait rien eu de fait par rapport à ça. Depuis quelques mois, les personnes sourdes et malentendantes peuvent être mises en relation avec une personne qui fait la traduction en langue des signes via la plateforme Roger Voice, accessible en visio du lundi au vendredi de 9h à 17h ou avec les sous-titres 24h/24 en semaine. Pour cela, il suffit de se connecter au site de la Fondation nationale Solidarité Femmes ou à Roger Voice avec un téléphone mobile. L'appel dure le temps nécessaire, tient à rappeler Françoise Brier. En moyenne 20 minutes. Elle rappelle toutefois que ce n'est pas un numéro d'urgence, mais de conseil, d'écoute et d'orientation vers d'autres structures locales. C'est souvent la première brique pour sortir de la violence, franchir l'ensemble des obstacles. D'où la nécessité pour les femmes de pouvoir choisir leur moment d'appel. Donc oui, effectivement, encore une fois, on le rappelle, c'est pas des numéros d'intervention. Le 39-19. C'est vraiment, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que c'est la première base avant de pouvoir accéder réellement, enfin avant de pouvoir accéder, bien évidemment, vous pouvez immédiatement accéder à des numéros d'intervention d'urgence, mais le 39-19, c'est souvent des premières bases pour se rendre compte, des fois, juste de la violence, qui permet aussi de mettre en ordre ses idées, de savoir où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on peut aller en premier, parce que très souvent quand on se retrouve face à une montagne, on ne sait pas par où l'aborder, on ne sait pas quoi faire en premier, et on a l'impression que juste on est bloqué parce qu'on ne sait pas quelle marche prendre en premier. Et le 39-19 peut particulièrement aider, par exemple, des personnes qui seraient comme ça dans une situation dans laquelle ils ne sauraient pas où aller en premier, quoi faire en premier. Et encore une fois, ne pensez pas que le 39-19 n'est réservé qu'aux victimes de violences conjugales physiques. Dites-vous que le 39-19 est aussi formé pour répondre à des cas de violence conjugale psychologique. Et si vous ne savez pas si vous êtes dans un cas de violence conjugale ou non, le 39-19, c'est une bonne idée aussi de les appeler. Il vaut mieux prévenir que guérir, il vaut mieux se demander si on est ou non dans une relation saine tant qu'on le peut encore tranquillement. Ça n'équivaut pas à un début de condamnation ou à un début de poursuite en justice d'appeler le 39-19. Vraiment, je le répète parce que je sais que j'avais eu déjà des questions là-dessus autour de ça. C'est pas parce que vous appelez le 39-19 qu'il y a une procédure qui va se mettre en place ou je ne sais pas quoi. Si vous voulez appeler de façon anonyme, si vous voulez qu'on ne vous connaisse pas, qu'on ne connaisse pas ni votre prénom, ni celui de votre conjoint ou de votre conjointe, c'est bien évidemment complètement possible. Vous pouvez appeler ce numéro-là juste pour parler. Et, je le répète, mais c'est très important de pouvoir parler, même au début, même quand vous ne savez pas encore si réellement c'est une situation de violence conjugale ou pas. Si vous commencez à vous poser des questions et que vous dites mais non, mais c'est moi qui délire un peu et je pense que je prends les trucs beaucoup trop au sérieux, eh bien, à tout hasard, si c'est quelque chose qui vous arrive quand même depuis pas mal de temps et que c'est un questionnement qui revient souvent, n'hésitez pas, appelez le 39-19, vous avez des personnes avec qui parler et qui vont peut-être vous orienter et peut-être juste vous faire comprendre que vous vivez réellement une situation dangereuse ou que bon voilà, ça va. Mais il vaut mieux commencer assez tôt à se poser des questions et c'est plutôt un bon moyen. Salut Jonathan McCready.
Si tu te poses la question, c'est déjà qu'il y a un truc pas net. Tout à fait, Colette. C'est qu'il y a déjà un problème quelque part et que ben, tu as besoin probablement de parler et de faire un point sur ta situation. Le 3919 peut aider à ça aussi. Pardon. Donc voilà. Pas d'hésitation sur le fait d'appeler le 3919. Vraiment, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, tout à fait, Hélène. Un nombre d'appels en hausse en 2020. L'association a reçu près de 165 000 appels en 2020 seulement, soit 70% de plus par rapport à 2019. Cette explosion est d'abord liée à l'augmentation des violences durant le premier confinement, jusqu'à 1000 appels par jour, selon Françoise Brier, mais aussi à la communication sur le 3919, connue par de plus en plus de femmes. Le fait de savoir que c'est ouvert la nuit, les appels devraient encore augmenter, conclut la présidente de la FNSF. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui va, enfin, qui est amené à... Je crois qu'on n'a pas terminé, en vrai. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis 2 fois François Brier. C'est stupide, c'est Françoise, il me semble. Mais oui, le fait que on sache qu'on peut appeler un endroit, bien évidemment, ça fait augmenter le nombre d'appels aussi. Donc je pense qu'effectivement, comme ils le disent, il y a l'effet confinement, mais il y a aussi beaucoup l'effet communication. On a pas mal parlé du 3919. C'est pour ça aussi qu'il y avait eu tous ces soucis, vous savez, dans le moment où le gouvernement avait commencé à lancer un appel d'offres autour de ça et où il disait que peut-être le 3919 allait changer, je sais pas trop quoi, et où beaucoup d'associations se sont mises à gueuler à ce moment-là, avec raison, parce qu'ils disaient on a mis des années et des années à faire en sorte que le 3919 soit à peu près connu, que ce soit à peu près un réflexe et que les gens sachent, enfin que les gens sachent mieux ce qu'est le 3919. On commence seulement à avoir des appels de personnes qui ont le bon réflexe d'appeler le 3919. Il faut absolument que vous gardiez ce numéro-là qui commence à devenir un réflexe. Donc effectivement, c'est peut-être aussi cette conséquence-là, c'est peut-être aussi la conséquence du fait que ce numéro-là est de plus en plus connu et reconnu et que ça peut devenir un réflexe de plus en plus. Donc c'est peut-être aussi pour ça la hausse d'appels par jour, et effectivement c'est un nombre qui va augmenter puisque maintenant les horaires sont plus larges. Donc vous avez le petit communiqué de presse d'Elisabeth Moreno. C'est une promesse tenue pour Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans un communiqué, le ministère se félicite de venir ainsi concrétiser l'une des mesures phares du Grenelle, je pense que c'est l'une des mesures phares du Grenelle, contre les violences conjugales fin 2019. Après, encore une fois, je ne sais pas à quel point ils sont en droit de s'en féliciter, étant donné qu'il n'y a pas si longtemps que ça quand même, il y a eu énormément justement de problèmes autour de ce truc-là où peut-être il y avait un changement par rapport au 3919, où il y a eu un appel d'offres, etc. Donc ça a quand même énormément gueulé autour de ça. Tout le monde disait, mais ce qu'il faut faire en priorité, c'est faire en sorte que le 3919 soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, ils ont juste écouté ce que tout le monde leur disait et ils ont fait quelque chose qui est censé être vraiment, encore une fois, je le redis, la base, c'est-à-dire qu'un numéro d'écoute dans lesquels potentiellement les violences peuvent advenir à peu près n'importe quand, c'est normal que ce numéro d'écoute-là soit disponible à peu près n'importe quand. Je suis désolée, vous allez un peu entendre mon fils papoter parce qu'il vient de rentrer du parc avec son père. Donc du coup, voilà, vous allez l'entendre un peu. Mais voilà, je suis pas folle de joie parce que c'est un bien petit pas, mais c'est quand même le pas que tout le monde attendait. Le fait juste de rendre le 3919 accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc c'est quand même une très 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 bonne nouvelle que ça a été enfin fait, et on se dit en plus que à partir de maintenant, quelque part ça va être dur de revenir là-dessus. Et ça va peut-être être à peu près établi qu'il faut un numéro d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je trouve ça indécent d'entendre ces gens se vanter. Oui, moi aussi. La barre au sol. Oui, non mais c'est ça. Clairement c'est ça. C'est... La barre est... Ouais, la barre est là. c'est bas. Mais c'est déjà ça. Voilà. Alors... La petite vidéo qui va bien, on va enchaîner avec cette fameuse question, peut-on être féministe et de droite? Alors, spoiler alert, je pense que oui.
Dans l'absolu, je pense qu'on peut se revendiquer féministe et pas mal de choses. Encore une fois, parce que salut Erzat, merci beaucoup d'être passé ici. Encore une fois, le féminisme, dire je suis féministe, c'est comme dire j'ai des opinions politiques. Oui, c'est une base qui veut dire que tu vas avoir des envies pour réformer une société, que tu as des idéaux, mais ça ne va pas dire quels idéaux tu as exactement et quelles idées de base tu as exactement, si ce n'est l'égalité homme-femme, même l'égalité globalement entre les genres, mais en sachant que justement il y a des féministes qui vont revendiquer cette égalité, mais pas pour tout le monde, ou alors qui vont être très essentialistes et qui vont dire, ben voilà, il faut quand même que les femmes restent des femmes et que les hommes restent des hommes, et que du coup, il y ait une égalité là-dedans, mais avec le respect de la différence de chacun, etc. Bon, bref. Il y a tellement de discours plus ou moins nauséabonds autour du genre, mais qui peuvent quand même se revendiquer féministes, qu'on voit vite que finalement, la seule chose de base qu'il y a dans le féminisme, c'est de revendiquer une égalité et notamment de revendiquer que les femmes, de base les femmes cis, sont l'égale des hommes cis. Après, à quel point est-ce que toutes les féministes se préoccupent notamment des femmes... des femmes trans, des hommes trans, des personnes intersexes, etc. Ça, c'est une autre histoire. Et effectivement, comme tu dis, Caridi, une pensée pour les TERF, qui se revendiquent féministes aussi, et qui, d'ailleurs, dans leurs argumentaires, peuvent complètement rentrer dans un certain militantisme qui pourrait se revendiquer du féminisme. C'est pour dire à quel point il y a des différences fondamentales entre les différents féminismes. C'est que moi, les TERF, ça me choque beaucoup. Et pour autant, je me rends bien compte qu'elles peuvent se revendiquer féministes parce que la base de leur militantisme peut s'inscrire dans un certain féminisme, mais tout comme pas mal de militants et de militantes d'extrême droite peuvent se revendiquer féministes aussi, quelque part. Il y avait eu ça il y a quelque temps sur le fait de dire quelque part soutenir Marine Le Pen, c'est soutenir une future présidente, c'est penser qu'une femme peut prendre le pouvoir et peut assumer le pouvoir dans un pays, donc c'est être féministe. Et le fait est que, encore une fois, je tiens à le dire vraiment, se revendiquer féministe, c'est comme dire j'ai des opinions politiques, c'est aussi large et vaste que ça. Oui, le fait d'être à fond derrière une femme présidente et de penser que une femme présidente puisse gouverner aussi bien qu'un homme, eh bien oui, ça peut être une pensée qui est, dans l'absolu, féministe. Donc vraiment, méfiez-vous déjà, vous, des gens qui se revendiquent féministes, parce qu'ils peuvent se revendiquer, tout le monde peut se revendiquer féministe quelque part, ça n'engage pas à tant de choses que ça dans le monde dans lequel on vit. Et puis surtout... n'hésitez pas, encore une fois, je le dis souvent dans les lives, hein, mais n'hésitez pas à le répéter, ça, que dire je suis féministe, c'est comme dire j'ai des opinions politiques. C'est que, enfin voilà, ça débunk aussi un peu tous ces argumentaires qu'on peut trouver ici et là, et beaucoup dans l'extrême droite d'ailleurs, autour de les féministes, les féministes, espèce de bloc féministe. Un bloc féministe, ça n'existe pas, et ça n'existera pas, et ça n'existera plus probablement, parce qu'auparavant, effectivement, plusieurs femmes pouvaient se regrouper autour d'idées phares qui étaient vraiment fondamentales et qui et rester autour de ces idées-là fondamentales, parce que celles-ci n'étaient pas encore du tout établies, mais maintenant que ça commence à être un peu plus établi dans les esprits, cette idée phare fondamentale-là, bien évidemment que le bloc féministe en tant que tel n'existe pas et ne peut pas exister. On peut se regrouper autour d'idées communes et se regrouper autour de plus d'idées communes possibles, mais revendiquer un bloc féministe uni, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Tout comme critiquer un bloc féministe uni, c'est une mauvaise foi incroyable parce que ça n'existe pas, encore une fois, et que tout le monde le sait, je pense vraiment, tout le monde le sait que ce bloc féministe uni n'existe pas. Nous, on est des féministes de salon, oui, c'est ça.
Nous, on est les féministes de salon, on est les féministes qui papotent philosophie et politique dans leur salon. C'est ça. Oui, par exemple, voilà, les, les TERF, ça fait partie de, de ce trans exclusionary radical feminist. C'est ça, des personnes qui sont transphobes finalement et qui se revendiquent comme telles. Oui, voilà, ça fait partie des personnes qui se revendiquent féministes. Quand même, pour moi, se prétendre défendre une cause en triant les individus rentrant dans cette cause, c'est déjà un problème. Bien sûr, pour moi aussi. Féminisme est radicalement islamophobe ou TERF, j'ai du mal à ne pas voir la contradiction. Bah oui, mais c'est peut-être mon côté intersectionnel, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est ce que je disais aussi en début de live, c'est que quelque part, c'est compliqué quand on a des idées très très passionnées et très profondément ancrées de comprendre comment est-ce qu'on peut rejeter certaines personnes. Mais tout comme moi, encore une fois, qui suis une féministe très pro-travail du sexe encadré, bien évidemment, j'ai du mal à comprendre les féministes abolitionnistes complètement qui vont dans le sens d'une exclusion du marché du travail complet, de la société et de plein de choses, des travailleurs et travailleuses du sexe qui revendiquent faire ce métier. Enfin, moi, il y a quelque chose où effectivement, comme tu le dis d'ailleurs, c'est juste le fait de rejeter des personnes qui font partie profondément du mouvement, qui me semblent faire partie et avoir leur place profondément dans le mouvement, qui me semble être déjà un peu, voire même complètement contraire aux idées du mouvement. Mais voilà, ça existe. C'est pour ça que j'essaie de me corriger en parlant des féminismes. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense qu'il faut très souvent éviter d'employer juste le mot le féminisme et de dire les féminismes, certaines branches du féminisme, etc. Parce que c'est une réalité. Entre ça et leur truc sur les anards de droite, c'est quoi leur problème au Figaro en ce moment? Je ne sais pas. Ils essaient de gagner du terrain, je pense, gagner des viewers ou des lecteurs. Bonjour Madoc. Essentialiser les femmes par leur vagin, fonction reproductrice, bah oui, c'est ces fameux féminismes essentialistes, mais qui existent quoi. Donc, bah sur les TDS, en vrai, on entend surtout les opinions de merde de toute façon. Très souvent, hein, on a des opinions qui sont, oui, des opinions de merde. On entend très souvent ceux qui gueulent le plus fort et c'est pas toujours les très bonnes personnes, effectivement. Bonjour Nabouzor. Ok. C'est parti, c'est soit prohibitionniste, bien réac, soit l'inverse, hyper pro-sexe, à défendre absolument le travail du sexe sans se poser plus de questions. Bah, les avis les plus mesurés sont pas souvent ceux qui font le plus recette dans les médias. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Très souvent, il y a quand même quelque chose comme ça où on se dit mais les féministes, elles sont forcément extrêmes, etc. dans tout leur point de vue. Bien évidemment, c'est plus rare de croiser des gens qui soient plus modérés parce que c'est pas forcément l'avis qui fait le plus recette. Après, c'est bien de ne pas être modéré en tout non plus, hein, c'est sûr. La droite n'a vraiment pas d'idée pour autant piquer à la gauche. C'est la mode. C'est parce qu'être de gauche, c'est à la mode en ce moment. C'est souvent les méthodes qui marchent, couvrir les sujets avec les pires trucs pour ne pas entendre les concernés. On connaît. Ouais. Ok. Allez, go. Le féminisme de droite va laisser s'épanouir la différence dans le privé et prôner l'égalité dans le public, là où le féminisme de gauche tend justement à vouloir imposer l'égalité dans le privé et la différence dans le public. Alors, il va falloir qu'elle explique ça parce que... Alors je dirais que le féminisme en tant que isme, effectivement, est né à gauche, né notamment dans cette pensée de la déconstruction inaugurée par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, où quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient », que la différence des sexes finalement n'est qu'une construction sociale. Et aujourd'hui, ce féminisme-là, il a été radicalisé notamment par la théorie du genre. Et aujourd'hui, on n'a même pas un féminisme de gauche, mais un féminisme plutôt d'extrême gauche, le féminisme radical, qui entreprend de déconstruire radicalement la différence des sexes. Ça, par exemple, c'est d'une mauvaise foi crasse, quoi. Enfin, vraiment, le fait de... Vous voyez, c'est pour ça que c'était important quand même de... Oh, merci Nota Bene. Coucou, bonjour, bienvenue à tous, bonjour le raid, j'espère que vous allez bien et que vous faisiez des trucs chouettes. Nous, on est en train de parler de féminisme de droite, donc vraiment, on est parti pour un moment de joie. Alors, je suis désolée, je suis en train de me faire attaquer par ce chat qui a décidé que non, qu'il allait participer au live aussi. Oui, je trouve que là, il y a une mauvaise foi, mais une mauvaise foi folle, quoi. Merci, Félix. C'est gentil de préciser. Il y a un truc qui est hyper désagréable et qui est d'une mauvaise foi crasse, c'est vraiment ce principe de
le féminisme. Le féminisme, maintenant, il n'y a plus qu'un féminisme radical, c'est un féminisme d'extrême gauche. D'extrême gauche. La gauche, c'est l'extrême gauche. Donc, il n'y a que des figures féministes d'extrême gauche, et on peut plus se revendiquer. C'est un peu une espèce d'extension féministe de on peut plus rien dire, c'est on peut plus se revendiquer féministe parce que les extrêmes nous ont volé le féminisme qui, à la base, partait pas aussi loin, etc. C'est vraiment un des argumentaires qui est extrêmement, extrêmement employé, notamment par des personnalités de droite, pour dire oui, mais le combat féministe, c'était pas ça à la base. Encore une fois, je suis féministe, c'est comme dire j'ai des opinions politiques. C'est tellement vaste, tellement, tellement, tellement vaste. On peut se revendiquer féministe en étant de tellement de courants politiques, religieux, philosophiques différents que c'est une bêtise réelle de parler du féminisme en disant le féminisme a été complètement avalé par l'extrême gauche. Ben non, pas du tout. Et je trouve que vraiment, c'est hyper de mauvaise foi de dire on ne peut plus se revendiquer féministe. Quoi. Vraiment, le fameux vous desservez la cause. Mais tout à fait. Tout à fait. Et dire que le féminisme vient de la gauche, bah oui, le féminisme vient de la gauche de toute façon, et surtout en France. Mais oui, complètement. Le féminisme vient de la gauche. Oui, les féministes ont majoritairement des idées de gauche. Bah oui, mais c'est parce que... bon, après, elle va sûrement l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est parce que ces idées correspondent très fortement... Les idées de base correspondent très fortement avec des idées de gauche. Mais dire que le féminisme a été bouffé par l'extrême gauche et qu'on ne peut pas se revendiquer féministe en étant de droite, je pense que c'est une bêtise parce qu'il y a vraiment de quoi faire au niveau... Enfin voilà, on peut faire rentrer n'importe quel concept dans n'importe quoi à peu près, hein, en y mettant les formes, en déformant un peu le truc pour dire non mais c'est bon, c'est du féminisme quand même, bref. Mais en effet, pourquoi instituer le féminisme dans une logique politique de parti de la 5ème République ? Merdouille, je dois filer, j'espère revenir après si vous êtes encore là. Eh bien écoute, file Kitty et bonne journée. Bah, les idées du féminisme sont présentées dans les valeurs de la gauche de base, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il a été radicalisé notamment par la théorie du genre, et aujourd'hui on n'a même pas je suis désolée, mais radicalisé par la théorie du genre, c'est tellement... un féminisme de gauche, mais un féminisme plutôt d'extrême gauche, le féminisme radical, qui entreprend de déconstruire radicalement la différence des sexes et de promouvoir une forme de neutralité absolue, et qui est très idéologique. Alors, c'est drôle, voilà, qu'elle mette vraiment en perspective, on va dire, la déconstruction telle qu'elle était prônée par Simone de Beauvoir à la base, et la déconstruction de maintenant qui serait pas une bonne déconstruction parce qu'elle va trop loin. Le principe quand même de la déconstruction, c'est de déconstruire ces idées les unes après les autres pour essayer de les réévaluer à l'aune de la société actuelle. On peut se déconstruire de plein de façons différentes, et la déconstruction n'est pas forcément toujours dans le bon sens. Enfin, vraiment, encore une fois. Il y a vraiment une espèce de diabolisation de la déconstruction en mode c'est forcément quelque chose de radical. Mais non, en fait. Salut Antoine et Rennes. Pas forcément, pas du tout. Seulement, l'idée même de la déconstruction sur laquelle s'est basé le féminisme est forcément une idée radicale, puisque dans le sens du fait que c'est une prise de conscience de soi, c'est un acte sur soi qui est radical. Puisque, bien évidemment, que c'est une démarche radicale que de prendre des idées qu'on dit c'est préétabli, ça c'est sûr, et de se dire attends, en fait, est-ce qu'elles sont vraiment sûres ? Pourquoi est-ce qu'elles sont sûres ? D'où est-ce qu'elles viennent ? Est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça ? Ou est-ce que c'est juste la société qui fait que je suis d'accord avec ça ? Parce qu'on vit dans une société. Mais voilà, il y a ce côté, oui, c'est un tapis roulant historique, les idées avancent. Je suis assez d'accord avec toi, Sylla. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où, bien évidemment, eh bien, la déconstruction s'opère à plein de niveaux différents au fur et à mesure que l'histoire et que les sociétés avancent, puisque certaines choses qui passaient pour des trucs très naturels auparavant et qui n'avaient pas besoin, qui avaient besoin d'une déconstruction, n'en ont plus forcément besoin maintenant, puisque c'est quelque chose qu'on a déconstruit de façon assez évidente et qui maintenant, on profite de la déconstruction quelque part des générations d'avant. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas continuer à réfléchir à ce qui a déjà été déconstruit, est-ce que ça a bien été déconstruit, est-ce que ça a bien été déconstruit chez moi, etc. Mais la déconstruction, en réalité, c'est quelque chose qui a été très politisé, très globalisé, alors que c'est quelque chose qui est assez, je dirais, assez philosophique et assez pour soi,
à la base assez personnel. En tout cas, pour moi, dans la vision que j'ai de la déconstruction, et dans la façon dont Beauvoir l'exprimait aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement personnel, un travail sur soi qui peut faire partie d'un militantisme radical, mais qui peut aussi se conclure par une absence de militantisme. C'est pour ça que, encore une fois, c'est d'une mauvaise foi crasse que de dire que la déconstruction, ça amène à des idées radicales d'extrême gauche. C'est vraiment prendre le principe de déconstruction et le tordre pour dire un peu ce qu'on veut dessus, quoi. Très très idéologique et qui promeut une forme de guerre des sexes. Et pareil, la guerre des sexes, mon Dieu, la guerre des sexes, on en est encore là, on en est encore à craindre la guerre des sexes. Le féminisme, ça fait pas mal de temps qu'il existe sous différentes formes. Maintenant, on peut dire les féminismes, ça fait beaucoup de temps qu'ils existent sous différentes formes. Ah pardon, si le son de la vidéo est très fort, je vais monter ma voix et descendre le son de la vidéo. Ce principe-là de guerre des sexes, ça fait quand même pas mal de temps que la plupart des féminismes ont abandonné cette idée-là. Oui, bien évidemment, il y a encore des idées autour de la misandrie, mais je pense que c'est maintenant devenu un phénomène politique et même, voire même poétique, qui est en train d'être repensé, déconstruit aussi. On est en train d'en reparler parce que c'est quelque chose qui nécessite de la déconstruction. Mais la guerre des sexes, la façon dont c'est dit comme ça, bien évidemment que ça amène quelque chose, des images extrêmement violentes, mais la guerre, le principe, enfin, voilà, ce truc de dire c'est forcément les hommes contre les femmes. Dire ça des féminismes, de la plupart des féminismes, et notamment des féminismes de gauche aujourd'hui, c'est vraiment de la mauvaise foi. Encore une fois, il n'y a pas de guerre des sexes. Le principe, ce n'est pas de tabasser un genre pour essayer de l'abaisser à son niveau. Le but du jeu, bien évidemment, c'est de remonter les genres au même niveau pour que tout le monde soit dans une société qui lui convienne et dans laquelle il et elle se sentent bien. Enfin, ça me semble tellement évident, en fait, que je trouve que c'est tellement de mauvaise foi. Je crois que j'ai dit 1000 fois mauvaise foi. Et je vais pouvoir le redire 1000 fois après. Déjà, la guerre contre des parties génitales, ça me met tellement mal à l'aise. Pardon, je comprends pas comment on peut dire ça. Bah, c'est très essentialiste, oui. C'est... Voilà. Bah, tu vois la guerre, tu vois le sexe, bah voilà. C'est un peu ça. Sur la guerre des sexes, on nous fait la même avec le racisme et la lutte des classes. Il ne faudrait pas lutter contre les oppressions car elles sont réputées imaginaires et menant à dessein ou non à une tension sociale qui attaquerait la paix sociale. Ordre bourgeois. Cette mauvaise foi est immonde. Bah, oui, et puis on sait surtout pourquoi est-ce qu'elle est utilisée, cette mauvaise foi-là. Les gens qui confondent misandrie et féminisme, j'en ai marre. Mais oui, et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment, qu'il y a des féministes qui revendiquent leur misandrie. Ça, il n'y a pas de souci. C'est même, voilà, je dirais même qu'il y a des revendications, c'est ce que je disais, politiques, poétiques même, encore une fois, parce que la misandrie est devenue aussi un espèce de genre littéraire à part entière, mais vraiment, vraiment, c'est de mauvaise foi de l'amener dans un débat pour dire est-ce que le féminisme peut être de droite ou pas. Ça n'a rien à voir avec ça, finalement, avec là, ça n'a rien à voir avec les féminismes de maintenant. Et je pense globalement, tous les féminismes, doit y avoir très peu de branches du féminisme qui se revendiquent d'une guerre des sexes. Enfin, vraiment. Je dirais qu'il n'y a pas à proprement parler de féminisme de droite, mais il y a des femmes de droite qui se sont battues pour leurs droits, des femmes conservatrices. D'ailleurs, on pourrait dire paradoxalement que sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, dans les salons... Je suis désolée, mais à chaque fois qu'on repart vraiment dans ce truc-là en disant « Ah bah avant, j'ai toujours une petite tête qui me dit « autant des chevaliers, vous saviez, il n'y avait pas trop de femmes qui faisaient... » Ouais. Bon, bref, laissons-la parler. Voilà. Les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir qu'elles n'en auront par la suite après la Révolution française. C'est Élisabeth Vigée-Lebrun, la fameuse peintre de Marie-Antoinette, qui disait « Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées ». Et d'ailleurs, il y a eu tout le long du XIXe siècle... Mais c'est bizarre de se revendiquer à une question « Est-ce que le féminisme peut être de droite ?» de dire comme ça ah bah vous savez, au XVIIIe siècle, elles étaient beaucoup plus féministes qu'après avec la Révolution, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'il y a un vieux fond de, vous saviez, le royalisme, c'était quand même ce qui convenait le mieux aux femmes? Enfin, ça veut rien dire, bien évidemment, que tout au long de l'histoire, l'importance des femmes, la liberté des femmes a été plus ou moins haute. Il y a eu
il y a eu des périodes où les femmes pouvaient avoir des échoppes, il y a eu des périodes où les femmes pouvaient tenir seules un commerce, il y a eu des périodes où les femmes pouvaient divorcer, et puis il y a eu des périodes où elles ne pouvaient plus divorcer, il y a eu des périodes où elles ne pouvaient plus parler ni écrire sur rien, il y a eu des périodes où il y a eu des femmes qui ont pu être des grandes poétesses et faire des tests héroïques certes, mais érotiques aussi, genre Louise Labbé, voilà. Et encore une fois, il y a eu ensuite des périodes pendant lesquelles une femme qui écrivait des textes érotiques, c'était le bûcher direct. Enfin voilà, bien évidemment qu'on le sait, qu'il y a eu des fluctuations par rapport à l'histoire des femmes, mais comparer le XVIIIe siècle, vraiment. C'est-à-dire, bah, vous savez, au XVIIIe siècle, il y avait plein de féministes, elles étaient un peu de droite, hein. On ne peut pas comparer les politiques au XVIIIe siècle et même au XIXe siècle, c'est quand même compliqué. Même maintenant, au début du XXe siècle, ça devient compliqué de comparer les différentes politiques entre elles. Alors, au XVIIIe siècle, enfin, cet arrêt sur image est assez de droite dans l'expression. Bonjour tous ceux qui viennent d'arriver. Vous savez, sous les rois, les femmes, elles étaient plus... Mais oui, c'est ça. Mais autant des chevaliers, vous savez, les femmes, elles avaient le droit de parler à table. Hein. Enfin... c'est compliqué, surtout sans parler de classe sociale et de nombre. Mais oui, complètement, complètement. Enfin, le fait que les femmes soient plus libérées... Enfin, aussi, c'est que pour eux, les femmes de l'époque, c'est les femmes de la cour et ça va pas plus loin. Bien sûr, il y a un peu un côté historique. J'adore Stéphane Bern, ok, mais il y a un peu un côté l'histoire selon Stéphane Bern, vous savez. C'est vraiment cette histoire avec des crinolines et des machins, et c'est joli, et tout le monde est riche, et tout le monde vit à la cour du roi. C'est vraiment. Enfin, non, c'est pas très représentatif. Et quand on te demande, bah, c'est possible d'être féministe et de droite, et que tu réponds, bah, vous saviez, autant des chevaliers. C'est pas une très bonne. C'est pas une très bonne réponse à tout ça. Je suis sûre que j'ai une meilleure réponse alors que je suis pas de droite sur est-ce qu'on peut être féministe et de droite que ça là qui commence par autant des chevaliers. Après ça se trouve elle a dit autre chose et voilà, j'adore Stéphane Bern, j'ai un peu vomi. J'ai une affection assez forte pour Secret d'Histoire et autres Stéphane Berlinade que j'avoue de façon assez décomplexée, mais qui, je le sais bien, n'a pas une grande rigueur historique. L'exercice est pourtant très commun pour les féministes qui se disent de droite de comparer ce qui ne se compare pas. Cela installe un argumentaire bancal. Siècle, une grande méfiance de la part des révolutionnaires, des républicains, des hommes de gauche envers les femmes. D'ailleurs, dans Sorcière de Mona Chollet, elle mettait aussi une perte des droits pour les femmes avec l'avènement des Lumières et la mainmise des hommes sur la science, la médecine, etc. Début chasse aux sorcières. Oui, honnêtement, par rapport aux Lumières, je suis désolée, j'ouvre à mon chat, on ne peut pas tellement dire non plus que ça a été une période très favorable aux femmes. Enfin, je ne sais pas si on considère Rousseau comme quelqu'un de gauche, encore une fois, avec les classifications politiques, l'échelle politique de maintenant, je ne sais pas à quel point ça a vraiment du sens, mais Rousseau, par exemple, et les femmes... Bon, Diderot et les femmes. Bon, voilà, on peut pas tellement dire que les Lumières aient amené énormément de grandes idées féministes. Enfin, en soi, ça a amené des grandes idées humanistes, mais féministes en tant que telles, je suis pas sûre. Et puis encore une fois, est-ce que c'est réellement comparable, quoi ? Est-ce que tu as profité du cahier de vacances Stéphane Bern cet été ? Non, j'ai pas pris. Non, je suis pas fan à ce point-là. Je suis pas fan au point d'acheter ses livres ou d'acheter des DVD ou d'acheter des cahiers de vacances Stéphane Bern. Mes études d'histoire saignent quand un journaliste utilise l'histoire pour prouver un c'était mieux avant. Bah oui, c'est ça, le côté c'était mieux avant, oui, permets-moi d'en douter quand même, quoi. Femmes qui étaient jugées trop conservatrices, trop proches de l'Église, à qui il ne fallait surtout pas donner le droit de vote, parce qu'elles allaient faire élire justement les réactionnaires. Et donc finalement, qui a donné le droit de vote en France aux femmes ? C'est le général de Gaulle, un homme de droite. Et la droite a accordé de nombreux droits aux femmes, sous le général de Gaulle évidemment, mais aussi sous Giscard. Et même parfois, elle a eu tendance à être à la remorque idéologique de la gauche en allant très très loin, par exemple sur la parité, puisque la loi Copé-Zimmermann de 2010 instaure la parité dans les conseils d'administration, est une loi votée par la droite. On voit que la gauche n'a pas le monopole de lois protégeant les femmes. Mais bien sûr que non, elle n'a pas le monopole de lois protégeant les femmes, mais heureusement, non ? Enfin, je sais pas, oui, le saut de 200 ans, hein, brusquement. Vous savez, autant des chevaliers, et puis le général de Gaulle. Bon, elle n'a pas dit autant des chevaliers, vraiment, j'exagère vraiment, mais il y a le côté... Oui, c'est ça, les femmes du XVIIIe siècle et de Gaulle. Et ensuite, voilà.
Mais il y a un côté vraiment, là encore, où on se dit, mais enfin, bien évidemment que la gauche n'a pas le monopole des lois qui essaient de protéger les femmes. Mais enfin, heureusement, non. Je veux dire, c'est fou, en fait, de se dire que c'est un truc qui fait un peu bien de protéger une partie de l'humanité, que c'est un truc qui est vraiment pour les gens qui sont très extrêmes dans leurs idées. Hein. Enfin, oui, je veux dire, tout le monde, tout le monde devrait faire des lois pour protéger globalement les concitoyens et concitoyennes, quel que soit leur genre et quel que soit qui ils sont, finalement. Oui, donner les mérites à De Gaulle, c'est vraiment du foutage de gueule, oui. On est d'accord. On est d'accord qu'au niveau historique, c'est déjà de la mauvaise foi. Mais je veux dire que les gouvernements plutôt positionnés à droite aient fait des choses bien en faveur des femmes de temps en temps. Bon, bah oui, mais enfin, encore une fois, encore heureux. Encore heureux. Puis De Gaulle, c'était son idée à lui tout seul. C'était pas du tout parce qu'il y avait des mouvements sociaux. Bonjour, bonjour Madame Machin. Bah oui, oui. Non, non, De Gaulle, il a fait ça tout seul. Dans son coin, il a dit attendez, mais les femmes, nanana. Je pense qu'elle a le programme scolaire en source. C'est possible, Tartuffe. C'est tellement facile à faire sauter comme argumentaire, mais des gens y croiront quand même. Mais oui, parce que c'est très simple et c'est très simpliste de dire mais attendez, la droite aussi, elle a fait des trucs, hein, et oh. Bah oui, mais encore une fois, c'est complètement ignoré. Moi, si on me demandait est-ce qu'on peut être féministe et de droite, je répondrais oui, parce qu'encore une fois, le féminisme est un mouvement trop large pour qu'on puisse le catégoriser dans une forme politique et dans un spectre politique. Par contre, il y a certains courants féministes, ça peut difficilement être de droite. Et il y a certains courants féministes qui peuvent difficilement être de gauche, d'ailleurs. Enfin voilà, il y a un truc où c'est fou en fait qu'elles répondent en essayant vraiment de se justifier en mode ah mais attendez, mais nous aussi on a fait des trucs pour les femmes. Encore une fois, oui, heureusement que des gouvernements même à droite ne considèrent pas l'humanité comme étant essentiellement les hommes, et après de temps en temps on peut faire 2-3 trucs pour les femmes euh, si on a du temps, s'il reste du temps. Mais là elle le fait passer comme ça, je trouve. Euh, il y a un côté, oui, attendez, nous aussi, des fois, on a fait des trucs. Non, mais, enfin, encore une fois, heureusement. La question, c'est pas peut-on être féministe, c'est peut-on être féministe intersectionnel. Et là, non. Bah, là, c'est très différent. Mais peut-on être féministe et de droite? La question de base, bah oui. Enfin, la question, c'est est-ce que ça suffit en 2021 de se dire féministe? Mais c'est vrai, Félix. Je suis arrivée avec le raid de Nota Bene, c'était hyper intéressant, mais malheureusement, je dois filer bon live. Bah écoute, merci d'être resté un peu, et puis bah, bonne journée à toi, Secrète Mousse. Roman national nous jute dessus quand même. Oui, oui. La droite étant conservatrice, c'est compatible avec le féminisme, avec certaines formes de féminisme, oui. Oui, oui, vous n'avez pas le monopole des femmes, c'est ça. Oui, oui, bien sûr, avec certaines formes de féminisme, oui, mais encore une fois, il y a tellement de féminismes différents oui, on en trouvera forcément. Mais encore une fois, si vous êtes, par exemple, catholique extrémiste, vous pouvez trouver une forme de féminisme qui vous convienne. Et la preuve, c'est qu'il y a des femmes qui ont écrit, ultra catho, qui ont écrit des livres qui peuvent rentrer dans une bibliographie féministe conservatrice. Le féminisme conservateur existe. Enfin, c'est ça qu'il faut bien se mettre en tête, en fait. Il y a un mouvement comme les Antigones qui se revendiquent féministes quand même. Et les Antigones, eh ben, c'est anti-IVG, anti-mariage pour tous, hyper essentialiste. C'est-à-dire les femmes sont des femmes et restent des femmes, les hommes sont des hommes et restent des hommes, on a besoin des deux, gna gna gna. Enfin, voilà, il y a ce côté-là. On a besoin des deux en mode on a besoin des hommes qui vont à la guerre et qui vont chasser, et les femmes qui utilisent leurs compétences de douceur et de patience pour soigner les hommes qui reviennent de la guerre, faire la cuisine et protéger les enfants et élever les enfants. Enfin voilà, oui, ça existe. Elle parle quand même des conseils d'administration, ça touche pas toutes les classes sociales. Ah bah non. Bah non, non, clairement pas. Mais elle parlait avant du XVIIIe siècle et de Marie-Vigée Lebrun, enfin ça touchait pas toutes les classes sociales non plus. Hein. Mais de quoi elle parle, la madame? J'ai l'impression d'assister à ces débats qu'on faisait en classe et qu'il fallait trouver vite des arguments pour être crédible. Bah oui, là, alors encore une fois, peut-être que c'est trompeur parce que c'est très très tronqué hein, comme vidéo. Mais bon. Elle a quand même une vision un peu simpliste de droite-gauche, la Eugénie droite pour les hommes et les riches, gauche pour les femmes et les petites gens. Bah tout est simpliste, ouais. Tout est simpliste. Simone Veil était plutôt conservatrice, en effet. Mais globalement, il y a énormément, de toute façon, même
même sans forcément avoir des mots, des noms comme Simone Veil, etc. Globalement, encore une fois, il y a pas mal de figures du féminisme. Si on les, à l'époque, c'était plutôt considéré à gauche. Si on les considère maintenant à l'aune de notre société à nous, ça paraîtra très conservateur ou très essentialiste ou très à droite quand même. Enfin, c'est dur de comparer les différents courants euh, au niveau du temps, de la timeline finalement entre eux, parce que c'est dur de comparer les différentes sociétés entre elles, quoi. Bon, laissons-la de finir. Alors, je pense que là où le féminisme de gauche tend à promouvoir un objet Ah, c'est là où elle explique le truc privé-public, je crois. qu'il prétend déconstruire en même temps, en disant finalement il faut des femmes partout, mais la femme n'existe pas, le féminisme de droite sera plus incarné, il va prendre en compte l'existence d'une différence des sexes pour répondre tout simplement aux problèmes concrets qui se posent aux femmes, notamment la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Voilà, là on a vraiment ce principe de l'essentialisme dans toute sa splendeur, c'est-à-dire de dire oui, mais le féminisme de gauche, quoi que ça veuille dire, eux, vu qu'ils disent vu qu'on déconstruit le genre et que après on réclame des femmes partout, alors du coup qu'est-ce que c'est du coup comment est-ce qu'on peut déconstruire son genre et en même temps vouloir être partout, je sais pas trop quoi. Encore une fois, la déconstruction du genre, ce n'est pas une déconstruction profondément politique, sociétale. Bien évidemment que ça le devient, mais dans l'absolu, c'est aussi déconstruire ce qui fait le genre, ce qu'on a l'impression qui forme le genre en nous. C'est quelque chose d'assez philosophique, d'assez personnel, encore une fois, je le redis. Donc, bien évidemment qu'on peut essayer de déconstruire au maximum l'histoire du genre, peut-être même les marqueurs de genre, en se disant par exemple, pour prendre des trucs aussi clichés qu'elle le prend, on peut avoir été très déconstruit, être en train de se déconstruire profondément, se demander pourquoi est-ce que le maquillage était réservé aux femmes, et il fut un temps, au temps des chevaliers, et se dire maintenant, eh ben très bien, j'ai réfléchi, j'ai déconstruit, je vais quand même, je porte quand même du maquillage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La déconstruction n'est pas une espèce de moulinette par laquelle on ressort complètement à genre et parfaitement neutre. La recherche n'est pas la neutralité. La recherche, c'est les points d'ancrage sur lesquels jusque-là on s'est appuyé pour justifier une inégalité entre les genres. Mais en soi, le but de la déconstruction genrée n'est pas de finir neutre, c'est d'essayer de trouver une neutralité sur laquelle on peut réfléchir la position de chacun dans l'humanité. Mais enfin, voilà, c'est quelque chose qui demande une neutralité de débat, mais pas une neutralité dans les faits. Je me fais comprendre ou pas? Est-ce que je me fais comprendre? En gros, oui, c'est effectivement, on peut se revendiquer. D'ailleurs, il y a un mec qui est très connu pour ça. On peut se revendiquer masculin, cis, extrêmement viril, et pour autant, grâce à une déconstruction que la société aurait opérée, se dire tiens, pour autant, je trouve que les talons c'est classe et j'aime le bruit que ça fait quand je marche et je vais porter des talons. Et il y a cet homme qui est chef d'entreprise et qui est père de famille et qui porte des talons et des jupes parce qu'il aime ça. Et il y a ce truc où on se dit bah voilà, ça c'est une forme de déconstruction, c'est-à-dire qu'on a déconstruit certains aspects qu'on attribue aux femmes cis. Pourquoi est-ce qu'on le faisait? Voilà, on essaie de déconstruire ça, mais une fois que c'est ressorti, on ne détruit pas ça. Enfin voilà, on ne, on ne faisait, on ne détruit pas ça, on le prend, si vous voulez, pour le dégenrer. Mais enfin, ce qu'on dégenre, c'est les marqueurs, les ex-marqueurs de genre, qui ne sont finalement pas des marqueurs de genre une fois qu'on les a déconstruits. Mais soi-même, on n'est pas obligé de se déconstruire pour finir neutre, quoi que ça veuille dire en plus. Et il est en effet trop classe avec JP Talon. Oui, hein, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Mais oui, voilà, il vise l'archéologie. Le fameux le temps des chevaliers, au temps de la préhistoire. Donc voilà, enfin, c'est une bêtise de dire ah bah du coup vous voulez des femmes partout. C'est pas le mot. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait accès aux mêmes choses. Et ce, quel que soit le genre.
Donc du coup, bien évidemment, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'avait pas accès aux mêmes choses. Quand on se demande pourquoi est-ce qu'on n'avait pas accès aux mêmes choses, eh bien il y a quelqu'un qui nous dit ah mais parce que historiquement les femmes, les hommes, étaient considérés comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, du coup, il y avait des marqueurs de genre. Ok, donc on va réfléchir au genre, en fait. Donc, tac, on va essayer de réfléchir sur ces marqueurs de genre-là. Ils sont construits sur une base, on va les déconstruire. Et parce qu'on les a déconstruits, ensuite, on va pouvoir les réfléchir dans leur neutralité et voir s'il y a réellement un besoin de ces choses-là. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, voilà. On reste... je sais pas, je trouve que c'est assez... On reste quand même soi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on se déconstruit, encore une fois, qu'on finit dans une espèce de neutralité étrange. Et je trouve que, du coup, le fait de revendiquer comme ça une espèce d'idée un peu simpliste de les féministes veulent que tout le monde soit neutre et en même temps qu'il y ait plus de femmes partout, c'est ne rien avoir compris, mais à la déconstruction, en fait. Vraiment. Mais vraiment, c'est ne rien avoir compris du tout à la déconstruction. Et du coup, se dire essentialiste là-dessus, c'est dire quand même, au fond du fond, on le sait bien que c'est aux femmes à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. On le sait. Hein, voilà. Là, c'est ce qu'elle dit. Elle dit en gros des trucs que, en gros, ce que les femmes veulent vraiment entendre et savoir, c'est comment concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Mais non, là où le féminisme se place, c'est dire, et là où la déconstruction d'ailleurs se place, c'est dire, est-ce que c'est aux femmes qu'il est choix de se demander comment est-ce qu'on peut concilier la vie professionnelle et la vie familiale? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait voir tous ensemble? Enfin, vraiment, c'est pas du tout dire... et en même temps, voilà, il y a quelque chose dans la mauvaise foi qui fonctionne très très bien avec ce genre de discours-là. C'est, elle parle de quelque chose d'assez flou. Différence des sexes pour... Elle va prendre quelque chose d'assez flou, voilà, au début. Donc le féminisme de gauche tend à promouvoir un objet qu'il prétend déconstruire en même temps, en disant finalement il faut des femmes partout, mais là... la femme n'existe pas. Donc voilà, elle prend quelque chose qui... est assez complexe, une espèce de grand bloc philosophique, idéologique, etc. Et elle l'oppose au féminisme de droite qui serait extrêmement simple, et parce qu'elle dit c'est plus simple, il me semble, elle dit aussi que c'est plus concret, qui s'intéresse à des problèmes concrets. Donc il y a un côté, oui, mais c'est ces gauchistes qui sont toujours en train de réfléchir, alors que nous, à droite, on a au moins des positions simples sur des problèmes concrets, excusez-nous de vivre dans la vraie vie. Et bien évidemment que c'est efficace et que ça marche, ce genre d'argumentaire-là. Bien évidemment, vraiment, bien évidemment. Parce que... parce que quelque part, y a un truc de dire, dans la vraie vie, quand même, c'est les femmes qui s'occupent des enfants et de la famille, et c'est elles qui doivent concilier les trucs, donc on va leur donner des solutions pour concilier cette vie-là qui, de toute façon, leur est choix. Point. C'est à elles de faire ça, c'est tout. Bien évidemment que c'est de mauvaise foi. Déjà, et surtout, on voit bien que ça ne prend pas... Finalement, ça ne s'intéresse pas à la question réelle du... Au lieu de faciliter... Mais c'est très bien d'essayer de faciliter la vie des parents, globalement, qui ont aussi une vie professionnelle, et de pouvoir concilier les deux. Mais pourquoi est-ce qu'on parle des femmes là-dessus ? Enfin, je veux dire, déconstruire le genre, c'est aussi, par exemple, se dire que la parentalité n'a pas à être genrée. Et du coup, que les devoirs parentaux n'ont pas à échoir particulièrement aux femmes. Enfin, voilà, c'est fou, en fait. Et en même temps, c'est typical droite, c'est-à-dire c'est d'opposer un espèce d'énorme bloc philosophique qui veut tout et rien dire, d'intellectuel, voilà, et de l'opposer avec quelque chose de concret pour le monde et la vie de tous les jours. Et du coup, c'est souvent ça, d'ailleurs, qu'on reproche globalement aux militants de gauche et à la gauche en règle générale, c'est de parler beaucoup pour finalement pas dire grand-chose de concret. Alors qu'en vrai, c'est un excellent argument et c'est une excellente technique pour décrédibiliser ce que dit l'autre. C'est de dire oui, c'est bon. Allez, on a compris Spinoza. Rentre chez toi et va lire tes livres et moi, je vais vous parler de ce qu'on fait vraiment dans la vraie vie. Bien évidemment que c'est une très bonne technique, ça marche avec plein de gens. Et là, typiquement, c'est ce qu'elle est vraiment en train de faire, quoi. C'est vraiment cette opposition entre la gauche
extrêmement philosophique et dans les idées, et la droite extrêmement concrète dans le terrain. Personnellement, je suis concernée et je ne sais pas trop que penser de l'abolition du genre. Est-ce que j'aurais moins souffert? Aurais-je quand même besoin de transitionner? Serait-ce au moins plus simple? C'est en train de parler du genre, c'est ça. Mais vous voyez, le genre, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas de gauche. C'est quelque chose, la déconstruction du genre, les réflexions autour d'une déconstruction éventuelle du genre, etc. C'est pas quelque chose qui est typiquement de gauche. Ce sont des réflexions sur lesquelles les gens de gauche ne vont pas avoir tous les mêmes opinions, les gens de droite ne vont pas avoir tous les mêmes opinions. C'est quelque chose de très... ben oui, pour le coup, de très personnel, de très philosophique, sur lequel, de très culturel également aussi, sur lequel il y a énormément de choses à dire, énormément de choses sur lesquelles réfléchir. Ça donne l'impression que le féminisme de gauche, encore une fois, quel qu'il soit, est vraiment une espèce de bloc qui avance par lui-même avec des idées préconçues toutes faites, etc. Encore une fois, c'est aussi beaucoup sous-estimé à quel point il y a des différences au sein même de ce féminisme-là. Enfin, bref, vas-y. Donc, dis qu'à droite, c'est plus concret. La femme n'existe pas, le féminisme de droite sera plus incarné, il va prendre en compte l'existence d'une différence des sexes pour répondre tout simplement aux problèmes concrets qui se posent aux femmes, notamment la conciliation entre la vie professionnelle et la vie ça c'est tellement, enfin vraiment, encore une fois, je m'indigne, mais c'est tellement de droite et c'est tellement pas féministe, enfin pour moi, mais alors qu'en vrai on peut dire que c'est féministe de se préoccuper des femmes en particulier, le féminisme essentialiste encore une fois existe, mais ce truc vraiment de dire pour les femmes, ce qu'il faudrait vraiment savoir, c'est quand est-ce qu'elles peuvent foutre leur gosse en crèche, en vrai. Pourquoi pour les femmes? Familiale, la maternité, les questions de reproduction. Finalement, le féminisme de droite va chercher plutôt à construire des crèches plutôt que d'écrire en écriture. Voilà, ça c'est typique. Ah là là. Vous voyez ce que je vous disais, entre dans le côté, ah ouais, ben nous, excuse-nous de faire la vie plus douce pour les gens, mais dans le présent, en fait. Nous, on est concret, t'as vu? C'est vraiment ce truc-là, hyper mauvaise foi, de dire, nous, on construit des crèches et vous cherchez l'écriture inclusive. Nous, on fait on fait des trucs concrets et vous êtes dans la pensée, dans le truc philosophique et littéraire et machin. Que dire? Que dire? Alors que c'est des gouvernements de droite aussi qui ont pas mal défoncé le système social et le système des aides notamment, des aides pour les parents, qui ont défoncé aussi le système de santé qui est très lié finalement à la santé des enfants et la santé de la famille globalement. Donc c'est vraiment pas très... Mais voilà, le fait de dire par exemple construire des crèches c'est de droite, non non. Non, non, je vous assure. Par contre, veiller à ce que, par exemple, les places en crèche soient ouvertes à tous et à toutes, veiller à ce que les personnes puissent retourner au boulot, quel que soit leur genre, veiller à ce qu'il y ait un congé parental pour les hommes et pour les femmes, ce qui éviterait du coup d'avoir à mettre son enfant en crèche trop tôt pour certaines personnes qui sont obligées de mettre leur enfant en crèche alors qu'elles ne le veulent pas. Si vous voulez vous mettre un enfant en crèche très tôt, bah, ma foi, voilà, grand bien vous fasse, il n'y a aucun souci. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont obligées du coup de laisser leur enfant pour aller travailler beaucoup trop tôt parce que le congé parental n'est pas assez grand, parce que les pères ne peuvent souvent pas prendre de congés parentaux dignes de ce nom. Bref, hein, voilà, ça c'est pas des idées de droite. Et en plus, bien évidemment, opposer les crèches à l'écriture inclusive, qui fait débat d'ailleurs même à gauche, enfin, on se dit c'est vraiment, c'est d'une telle mauvaise foi, mais ça n'a rien à voir. C'est comme dire, ah bah ouais, et ben la gauche, elle se préoccupe un petit peu plus d'ouvrir des théâtres et un petit peu moins d'aller vendre des tanks aux talibans. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous comparez? Ne comparez pas ça, c'est idiot. Du coup, le féminisme de droite, c'est le féminisme Wonder Woman. La femme doit assumer tout sans demander à l'homme de s'y mettre. Bah, il y a de ça. Bah, c'est une forme du féminisme, hein, de dire la femme est plus forte pour toutes ces questions-là. Elle peut encaisser beaucoup plus. Donc, du coup, elle va, voilà, elle va être on va essayer de l'aider dans ce truc-là qui lui appartient parce qu'elle est assez forte pour porter ça toute seule. Il n'y a pas besoin d'être deux pour le porter. Enfin, ce côté-là, quoi. L'orientation sexuelle ne veut pas dire être attiré par le sexe de quelqu'un. Non, effectivement. Alors, je ne sais, j'ai pas trop suivi les choses qui se sont dites autour. Je vous laisse débattre de ça, mais oui, effectivement.
Après, c'est une petite merveille de technologie, hein, tant que... Mais oui, non, mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Non, non, mais c'est juste que c'est comparé ce qui n'est pas comparable, quoi. Bon. Inclusive, pour être un peu caricatural. Non, tu ne l'es pas du tout depuis le début, caricatural. C'est étonnant que tu le sois. Le féminisme de droite va laisser s'épanouir la différence dans le privé et prôner l'égalité dans le public, là où le féminisme de gauche tend justement à vouloir imposer l'égalité dans le privé et la différence dans le public à travers une obsession de la parité. Je pense Quoi? Attends, redis-moi ça. Donc, le féministe de droite, il prône l'égalité dans le privé. C'est ça? le féminisme de droite va laisser... Ah non, la différence dans le privé et l'égalité dans le public, alors que ce serait l'inverse pour le féministe de gauche, parce que la parité? Est-ce que tu es sûre de ça, madame? Parce que la différence dans le privé, du coup, il est où ton côté déconstruction, machin, 18e siècle, les femmes, elles sont fortes, tout ça, tout ça. Parce que la différence dans le privé, ça amène forcément une différence dans le public. Tu ne peux pas être pas sur des bases d'égalité, par exemple, dans ton couple, et penser que ça va se passer du coup pareil pour toi et pour ton mari au travail. S'il y a un essentialisme qui se fait dans le privé, bah du coup ça va toujours... Bah, par exemple, si on parle d'un truc très très concret, de droite visiblement, comme la parentalité, du coup si la parentalité est résumée à la maternité, bah fatalement dans le public tu vas bien pouvoir faire tout ce que tu veux au niveau de ta recherche d'égalité. Bon bah c'est mort si c'est toujours à la nana de récupérer les enfants, de mettre en parenthèse sa carrière parce qu'il faut les élever, enfin voilà. Ça marche pas très bien ton truc, madame, même si c'est bien trouvé. J'avoue que c'est bien trouvé, mais ça marche pas. J'ai littéralement dit quoi toute seule dans mon appart. La différence dans le privé, du coup, les femmes continuent de se faire exploiter à la maison. Par contre, comme elles sont égales dans le public, elles peuvent encore plus être exploitées par le capitalisme. Mais c'est ça. C'est que du coup, si t'as une différence dans le privé, eh bien, fatalement, tu ne peux pas avoir d'égalité dans le public. Et ça va se répercuter violemment sur le public. Enfin, c'est une évidence. S'épanouir la différence dans le privé et prôner l'égalité dans le public. Donc en fait, il faudrait être ni de droite ni de gauche pour être complètement féministe, pour qu'il y ait de l'égalité partout. Je ne sais pas, dans sa tête peut-être, je ne sais pas. Là où le féminisme de gauche tend justement à vouloir imposer l'égalité dans le privé et la différence dans le public à travers une obsession. Mais alors ça, voilà. La différence dans le public à travers une obsession de la parité, ça j'aurais vraiment bien aimé qu'elle dise plus de choses là-dessus. Parce que je ne vois pas en quoi une obsession de la parité va amener une différence dans le public. Ça veut pas dire grand-chose, ça. Hein. Alors après, ça fait bien pour quelqu'un de droite de dire oh ben cette obsession de la parité. Je trouve que c'est classe. Rien à dire. Mais ça veut rien dire par contre là dans l'état tel qu'il est. Et puis surtout, c'est une très mauvaise réflexion. Alors là aussi, on voit qu'il y a une déconstruction qui marche pas très bien, parce que penser qu'une déconstruction peut marcher en étant juste dans le côté, dans le privé, ça ne peut pas marcher, mais dans le public, c'est là où notre déconstruction à nous se joue. Enfin, c'est un peu foireux comme punchline. C'est un peu foireux, effectivement. Tu fais une différence à l'embauche sur le genre de la personne plutôt que de choisir en fonction juste des compétences, en mode je vois pas les couleurs. Tu fais une différence à l'embauche sur le genre de la personne plutôt que de choisir en fonction juste des compétences. Oui, c'est le principe de discrimination positive, mais est-ce qu'on peut penser que la discrimination positive fait vraiment partie d'une lutte pour la parité? Il y a énormément de voix qui s'élèvent contre aussi, même à gauche. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi elle se bat concrètement par les crèches, parce que là, elle a surtout l'air de se battre contre les féministes de gauche. Bah oui, je sais pas. Dans mon entreprise, il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes ont tous les postes à haute responsabilité. Bah oui. On dirait qu'elle utilise des termes négatifs dans le désordre, tout en plaçant différence et égalité au milieu. Oui, je suis pas sûre que ça tienne bien la route si on le développe tout ça. Bonjour Ripley. Obsession de la parité, elle entend le côté autant de femmes que d'hommes, donc on fait la différence très concrètement des sexes. Oui, je comprends dans ce sens-là. Oui, en fait, c'est pas une obsession de la parité, c'est une obsession de cette discrimination positive, qui est une obsession qui n'est pas forcément de gauche, puisqu'elle disait juste avant les nombreuses lois qui avaient été promulguées jusque-là, notamment par des gouvernements de droite, dans lesquels il y avait
une nécessité de parité dans certains trucs, etc. La discrimination positive, c'est pas l'apanage de la gauche particulièrement, hein. C'est une solution de facilité pour imposer la parité de façon un peu abstraite et de façon un peu basique, on va dire, et un peu artificielle aussi. Donc c'est pas tellement un truc de gauche, hein, ce truc-là, et ça n'a pas grand-chose à voir avec la parité réelle telle qu'elle est conçue dans l'idéal, quoi. Donc ça tient pas trop la route. De la parité. Je pense que finalement le féminisme de droite doit être un féminisme réconciliateur qui ne cherche pas à opposer les sexes. Voilà, ça, ça énerve tellement. On a passé tellement de temps sur cette vidéo, je suis désolée, mais ça m'énerve tellement. Ce truc de le féminisme, il doit être réconciliateur, il doit pas se chercher à opposer les sexes. Il n'y a pas de guerre des sexes. Stop avec la guerre des sexes. Stop. Les féministes de gauche, quoi que ça veuille dire, ne sont pas en guerre contre un genre en particulier. Il faut arrêter, mais vraiment, mais vraiment. Et c'est drôle de dire c'est un féministe de réconciliation. En fait, c'est un truc profondément essentialiste. C'est-à-dire que c'est de dire c'est bon, on arrête avec les réflexions et les machins. On arrête, on est tous pareils, stop. Et c'est... Enfin... Ça, c'est ce qu'elle reproche quelque part aux féministes de gauche. Et elle, son principe, c'est on arrête avec la différence des sexes, on arrête, on n'est tous pas pareils, stop. Et c'est très étrange, c'est très très étrange d'opposer ces trucs-là qui sont hyper caricaturaux. En plus, je trouve que c'est une idiotie sans nom de se dire que le féminisme, encore aujourd'hui, déjà appeler ça le féminisme, mais que les différents courants féministes sont tous dans une optique de guerre des sexes, à part les mouvements de droite, quoi. Mais non, à aucun moment. Mais à aucun moment. Bonjour Akaneko, je suis contente que tu découvres ça. Voilà, alors tu nous découvres un peu énervé, mais ça contredit totalement tout ce qu'elle vient de dire. Mais oui, c'est ça. En tout cas, elle m'a convaincue. Maintenant, je suis féministe de droite, ça a l'air tellement plus simple. Tu vas avoir une place en crèche, en tout cas. Et ça, c'est cool. La gauche, les femmes meurent et sont discriminées. La droite, allez, faites-vous un bisou et on passe à autre chose. Mais il y a un truc de se dire, c'est très étrange, tout est en contradiction en fait. C'est pour ça que ça nécessiterait une vidéo plus longue que juste 3 minutes, je pense. Mais je vous rassure, madame, personne ne cherche à... Enfin, très peu de féministes cherchent à opposer les sexes dans une vaste guerre sans merci. Voilà. J'avoue, j'ai l'impression, comme dit dans le chat, que le féministe de droite se construit exclusivement contre le féministe de gauche. Bah oui. Mais oui, j'ai l'impression... Bah en tout cas, là, la façon dont elle le fait, oui. Leur contradiction, ça ne leur a jamais fait peur. Oui, non mais c'est sûr. Sexe, mais plutôt à les concilier et même à les rendre complémentaires. Ça, c'est très essentialiste. Ah bah voilà, c'est la fin. C'est la fin. Ça, c'est très essentialiste. Dire on concilie les sexes sont complémentaires. Dans le côté, c'est le truc très traditionnel de les hommes sont dans leur essence violents, mais puissants, combatifs, mais incapables d'organiser une famille. Ils ne sont pas dans l'affect, mais ils sont dans l'instant, dans la construction. Et une femme, elle va être, elle, beaucoup plus dans la douceur, mais du coup un peu dans l'inactivité. Elle va être dans la patience, dans la construction familiale et beaucoup moins dans la construction sociétale. Une femme, ça a besoin d'être protégée, ça ne peut pas être violent. Un homme, ça a besoin d'avoir des endroits où il peut défouler, laisser libre cours à toute cette violence-là qu'il a intrinsèquement en lui, que la femme n'a pas, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté, ça c'est un truc très essentialiste, caricatural, avec le côté, du coup, ça se complète. Par exemple, la douceur de la femme est là pour calmer toute cette violence de l'homme, et l'énergie créatrice de l'homme est là pour compenser l'énergie du foyer, repliée sur elle-même, qu'a une femme. Enfin, c'est vraiment ce truc qui est stupide et qui ne fonctionne pas en plus dans la vraie vie. Et dire les genres sont complémentaires... Non, pas particulièrement. Les êtres humains sont complémentaires entre eux, ça oui, c'est une certitude. Et vous allez forcément trouver quelqu'un pour vous compléter dans la vie, et avec qui il va y avoir une énergie positive du coup qui va se dégager parce que vos défauts vont être complétés par ses qualités, et il va y avoir une espèce d'échange d'énergie qui va se faire, qui va être hyper belle. Mais en soi, vous pouvez avoir ça avec n'importe quel genre quelque part. Et les genres ne sont pas complémentaires
fondamentalement entre eux. C'est les humains qui peuvent être complémentaires entre eux, quel que soit leur genre. Donc vraiment, c'est un argument qui me semble pas mal claqué au sol sur pas mal de choses. Après, encore une fois, la vidéo dure 3 minutes. Hein. Peut-être qu'elle a dit des choses plus intéressantes et qui ont été coupées, des trucs qui explicités qui ont été coupés. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais... je suis mal barrée en vrai si on écoute ce genre de discours avec ma personnalité d'orque. Et toi aussi, Kéferan, je suis pas patiente pour de rond. Bah oui, écoutez, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Parler de complémentarité, ça entend quand même que tu n'es pas complet indépendamment d'autrui, c'est chaud. Bah c'est ça. Après, forcément qu'il y ait une complémentarité qui se fait. Tu peux être complet par toi-même, mais trouver une espèce de complémentarité spirituelle, intellectuelle, physique avec quelqu'un. Moi, ça me choque pas particulièrement, mais bien évidemment, ça fait quand même de toi un être complet par toi-même. Et effectivement, dire que les genres, même elle le dit différemment, je crois, elle dit une complémentarité entre les genres ou entre les sexes, elle dit. Un réconciliateur qui ne cherche pas à opposer les sexes, mais dire qu'ils sont complémentaires. Il y a ce truc-là de dire, effectivement, une femme cis, en plus, hein, il y a une vision très binaire de la société. Hein. On est dans le côté binaire, une femme cis ne peut pas être complète seule si elle n'a pas d'homme. Donc du coup, ça enlève aussi un peu ce côté, tous les êtres humains peuvent être complets s'ils sont seuls, effectivement, s'ils sont s'ils sont eux-mêmes. Toi, en tant que toi, tu es un être humain complet. Et tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre, quel que soit son genre, pour avancer. Enfin, Merci beaucoup, Poutoprod. Mais oui, depuis que je sais ouvrir mes bocaux moi-même, je n'ai plus besoin de complémentarité. Ça, c'est beau, Ripley. Ça, c'est beau. Je suis arrivée un peu tard pour la vidéo, mais rien que ce que t'en dis... pardon, j'ai perdu le truc. Ça me paraît être incroyable. Non, mais oui, c'est... Mais ça veut dire quoi, être complet? Bah oui, il y a de ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, la complémentarité? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut trouver des gens qui te complètent sur certains points, mais quelque part, est-ce que tu as besoin d'être complété sur certains points? Non, mais c'est un vrai grand sujet philosophique de gauche, visiblement, hein, puisque la gauche est dans les idées et la droite est dans les crèches. Mais oui, c'est de vrais grands sujets et c'est trop facile de les résumer comme ça pour essayer de les faire adhérer à son propre parti. Enfin, voilà. Et ça sous-entend qu'un couple homosexuel ne peut se compléter. Bah oui, du coup. J'ai envie de dire que la droite en général repose ses arguments majoritairement sur du manichéisme. Du coup, le truc de la femme et les hommes, c'est complémentaire, ça reste cohérent avec leur vision du monde. Du coup, on dirait vraiment que c'est une recherche de la simplicité plutôt que de la réalité. Oui, c'est aller au plus simple. Ouais. Soyez féministe, mais continuez de faire des gosses et d'être la femme et la mère. Mais oui, c'est ça. Et c'est tout à fait tout ce qui est stressant, en vrai, dans le monde d'aujourd'hui pour énormément de femmes cis bien de droite comme elle a l'air de les entendre. C'est-à-dire, c'est ce côté du... Attendez, on a évolué, on est hyper féministe. C'est un peu le féminisme magazine féminin des années 80, 90, 2000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce truc un peu de dire on est une femme forte. Et la femme forte, elle concilie tout. C'est ça, c'est la Wonder Woman. Je sais plus qui c'est qui l'avait dit dans le chat, mais c'est vraiment ça. Elle concilie tout. Elle est à la fois une mère aimante, dévouée, une femme de maison parfaite et une businesswoman accomplie. Elle peut faire tout à la fois et bien oui, des fois vous avez besoin de boire vous bourrez la gueule au rosé avec vos copines pour évacuer la pression, mais bien évidemment vous confiez le bébé à la babysitter et pas au papa qui saurait faire n'importe quoi. Voilà, il y a un peu ce côté-là de... ou alors au contraire, moi j'ai totalement confiance en mon mari pour qu'il garde les enfants pendant 2 heures pendant que je fais du shopping. Enfin voilà, il y a ce truc très très à l'ancienne, oui, 90-2000 de la Wonder Woman, businesswoman qui fait tout. Et du coup, ça rend ce rôle de la femme hyper violent à vivre en vrai dans nos sociétés parce on exige brusquement de garder ce rôle qui visiblement est dans notre essence, voilà, d'être la femme qui prend en charge sa famille, qui prend soin de sa famille, etc. Et on nous demande en même temps d'être ultra productive comme les hommes, puisque, eh bien, il faut également pouvoir
faire plein de choses dehors, avoir une entreprise, vivre à donf ses histoires au niveau social, vivre à donf ses histoires d'amour, être au top sexuellement, au top au niveau de la famille, au top au niveau du boulot. Enfin voilà, donc... Pardon. Je m'énerve, donc ça m'assèche. Mais oui, on se dit déjà, il y a un burn-out qui dit coucou. Et puis, c'est idiot, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Vraiment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et le principe, du coup, c'est par exemple de se dire la parentalité, c'est pas un truc qu'on peut résumer à quelque chose d'essentialiste. N'importe quel genre peut s'intéresser à la parentalité, doit s'intéresser à la parentalité s'il y a un enfant qui est en jeu, peut réfléchir sur la parentalité, bref. Alors le chat a vraiment décidé que je ne verrai plus rien. Voilà, je vous le dis. Bon, écoutez, oh là là, mais il est déjà... On a passé tellement de temps. Mon Dieu. On va faire du coup le petit article aussi sur le Texas qui restreint le droit à l'avortement. J'ai l'impression qu'il est très court comme article. La Cour suprême laisse filer. Voilà. C'est lui qui va vous faire maintenant la... Le live. Il est énorme ce chat. Il est très très grand, très très gros. C'est un monstre. Bon après-midi à toi, Merlin Wooden. Le féminisme de droite ne saurait pas répondre à toutes les injonctions faites aux femmes, du coup. Ouais, c'est tellement de choses. Le féminisme de droite. Ça me fait penser à la légende urbaine que le cerveau des femmes serait fait pour faire plusieurs activités en même temps, alors que les hommes, c'est qu'une tâche à la fois. Oui, tous ces trucs-là. Ah ouais. L'autre jour, je lisais que les Simpsons perdent de l'audience parce que leur style de vie n'est plus accessible IRL. C'est drôle, ça. C'est intéressant, je trouve. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. D'autant que la femme au foyer s'inscrit dans une réalité économique qui n'est plus la nôtre. Un couple avec une seule personne qui taffe à temps plein, ce n'est plus vivable. Mais oui, oui. Non, mais c'est hyper intéressant. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je vais me renseigner là-dessus, sur ce truc avec les Simpsons, mais qui doit être le cas sur plein de séries, en fait, qui n'ont pas beaucoup évolué. C'est intéressant, vraiment. Donc, une loi interdisant l'immense majorité des avortements est entrée en vigueur au Texas mercredi, sans intervention de la plus haute juridiction du pays pour faire respecter un droit qu'elle a elle-même reconnu il y a près de 50 ans. La Cour suprême des États-Unis a offert dans la nuit de mercredi à jeudi une victoire majeure aux opposants à l'avortement. La haute juridiction, saisie en urgence par les défenseurs du droit à l'avortement, refuse de suspendre une loi du Texas, entrée en vigueur 24 heures plus tôt, qui interdit d'avorter après 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. Pour justifier sa non... 6 semaines, c'est rien, hein. Pour justifier sa non-décision, la Cour suprême a invoqué des questions de procédure complexes et nouvelles pour la laisser en place tant que la bataille judiciaire se poursuit. Sa décision a été prise à une courte majorité de 5 magistrats sur 9, dont 3 ont été choisis par Donald Trump pour leur opposition à l'avortement. Elle représente donc aussi une victoire a posteriori pour l'ancien président et ses alliés conservateurs. Les républicains avaient promis de faire tomber Roe v. Wade. Je suis désolée, je ne connais pas, je ne sais pas. Et ils ont réussi, a immédiatement tweeté l'élu démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, en référence à l'arrêt emblématique de la Cour suprême qui, en 1973, a reconnu le droit à l'avortement aux États-Unis. De fait, la loi texane est la plus restrictive autorisée à entrer en vigueur depuis près d'un demi-siècle. Signée en mai par le gouverneur républicain Greg Abbott, elle interdit aux Texanes d'avorter une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit après environ 6 semaines de grossesse, alors que la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. C'est terrible. Roe versus Wade, merci Madouk. 6 semaines de grossesse, ce n'est rien. Une seule exemption est prévue en cas d'urgence médicale. Mais vraiment, 6 semaines de grossesse, ce n'est rien. Vraiment, il faut du temps pour se rendre compte qu'on est enceinte. Il faut du temps ensuite pour réaliser qu'on l'est et qu'il va falloir faire des démarches. Et une fois que les démarches sont en cours, il faut du temps pour que les démarches aboutissent. Vraiment, si vous êtes dans un désert médical, si vous tombez dans un moment où il y a énormément de demandes, etc., ça peut repousser votre avortement qui pourtant est très clair dans votre tête, votre IVG qui est très clair dans votre tête depuis le premier mois, ça peut le repousser à 1 mois après. C'est juste atrocement court. 6 semaines. Atrocement court.
D'autant plus, encore une fois, que des fois, c'est le temps qu'il faut pour se rendre compte qu'il y a un retard de règles et qu'il faut peut-être s'inquiéter. On ne peut pas faire des tests de grossesse comme ça systématiquement tout le temps en se disant qu'il n'y a que 6 semaines de délai, de battement, quoi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas... euh, qui n'est pas possible. Enfin, vraiment. Vraiment. C'est fou. C'est fou, en fait. Vraiment, c'est dingue. Fou. Fou, fou. Alors, attendez. J'arrive, je finis le live. Je suis en train de gérer... Attendez. J'arrive. Je dois répondre à un truc familial. Tout va bien. Oui. Ok. Pardon, 12 ou 14 en France. De quoi? De semaines? C'est ça? C'est ça, hein, la question. On en est à combien en France? C'est 12 semaines, je crois. En France, l'avortement peut être pratiqué jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le premier jour des dernières règles. Donc c'est pas... voilà, il faut... Déjà, nous, on a une limite qui est assez courte, hein, par rapport à énormément de pays européens, ce qui fait que des organisations comme le planning familial sont obligées des fois d'exfiltrer des femmes, des jeunes filles très souvent qui sont enceintes et qui sont en train de dépasser les délais pour faire avoir un IVG dans d'autres pays autour qui sont plus larges à ce niveau-là. Nous, on a déjà une limite qui est basse et qui est considérée comme basse par énormément de scientifiques là-dessus. Voilà, on a une limite extrêmement basse. Donc, et déjà, nous, il y a déjà des problèmes, dites-vous, avec des personnes où il leur faut déjà 1 mois, ce qui n'est pas délirant, hein, 1 mois pour se rendre compte qu'elles sont enceintes, 1 semaine pour réaliser qu'elles le sont et pour prendre leurs décisions, et ensuite un délai immense, mais immense, parfois dans certains endroits, des fois non, mais parfois dans certains endroits oui, pour avoir accès à l'IVG et avoir accès à une intervention. C'est vraiment, voilà, c'est des fois du coup on est hors délai et c'est assez souvent qu'au niveau des délais c'est limite. Alors 6 semaines, laissez-moi vous dire que c'est rien. Enfin 6 semaines... Plus de 85% des avortements pratiqués jusqu'ici au Texas avaient lieu après cette date, mais forcément. Selon les organisations de planning familial qui ont fait état mercredi de leur profond désarroi. Je me suis réveillée triste, inquiète, sonnée, a déclaré Amy Hagstrom-Miller, directrice de l'organisation Whole Women's Health qui gère 4 cliniques au Texas. L'une d'elles, à Fort Worth, a réalisé des avortements jusqu'à 23h56 mardi soir, mais a dû s'interrompre alors qu'il restait des patientes en salle d'attente. Mon Dieu, quelle horreur. Les médecins pleuraient et me demandaient qu'est-ce qu'on peut faire, racontait Mia Hagstrom-Miller. Avant le Texas, 12 États ont adopté des lois comparables, mais elles ont toutes été invalidées en justice parce qu'elles violent la jurisprudence de la Cour suprême qui a garanti le droit à avorter tant que le fœtus n'est pas viable, soit vers 22 semaines de grossesse. Le fait que le cœur batte ne veut pas dire du tout que le fœtus est viable, ça ne veut pas dire qu'il y a des sensations, ça ne veut pas dire ça du tout. Le fait que le cœur batte, ça ne veut rien dire du tout. Et c'est terrible, en fait, vraiment, parce qu'on sait très bien, énormément d'études montrent et vraiment, il n'y a qu'à aller sur le site du planning familial pour trouver énormément de sources là-dessus, montrent que ce n'est pas parce que l'avortement est réduit à une certaine limite que les femmes n'avortent pas après, c'est juste qu'elles avortent après dans des conditions terribles et affreuses et des fois dangereuses pour leur santé. Je veux dire, c'est dangereuse pour leur vie, tout simplement. C'est quelque chose qui... Enfin, regardez, en France, où quand même, on a donc du coup un peu plus de temps pour réfléchir, dites-vous que en France, il y a quand même énormément de femmes qui doivent avorter, qui doivent avoir un IVG hors délai. Ça existe beaucoup, et heureusement qu'il y a le planning familial pour ces femmes-là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin,
qu'est-ce qui se passe en fait chez quelqu'un chez qui on n'a pas réussi à pratiquer un IVG à temps? Est-ce qu'on attend qu'elle essaie de faire office elle-même? Est-ce qu'on attend que cette personne-là se tue? Est-ce qu'on la force à coucher? Est-ce qu'on la sédate pendant l'accouchement pour pas qu'elle vive le truc, pour pas qu'elle ait cette torture physique que peut devenir un accouchement si tu ne veux pas de ton enfant? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du coup, exactement? Voilà. Donc, dire non mais c'est bon, il n'y aura plus d'avortement parce qu'on a baissé ça à 6 semaines, mais en fait, 6 semaines, enfin, je veux dire, les femmes continueront à avorter après ça, c'est juste qu'elles le feront dans des conditions nulles. Donc, mais le Texas a formulé sa loi différemment. Il ne revient pas aux autorités de faire respecter la mesure au pénal, mais exclusivement aux citoyens, encouragés à porter plainte aux civils contre les organisations ou les personnes qui aideraient les femmes à avorter. Mais mon Dieu, c'est dégueulasse. Le texte prévoit que ces plaignants perçoivent au moins 10 000 $ de dédommagement en cas de condamnation. Les détracteurs du texte y voient une prime à la délation, mais ses partisans ont déjà créé des sites pour collecter toute information anonyme. Pour des raisons de procédure, ce dispositif rend plus difficile l'intervention des tribunaux fédéraux qui ont refusé jusqu'ici de saisir des recours contre la loi. La Cour suprême leur a désormais emboîté le pas, tout en soulignant que d'autres recours pouvaient être déposés contre le texte, notamment devant les tribunaux de l'État. Mais c'est fou! C'est fou, vraiment! C'est dingue! J'avais lu un article qui expliquait que les anti-masques étaient beaucoup des femmes de droite conservatrices aux États-Unis parce que c'était la chose la plus proche d'un droit à posséder leur corps qu'elles aient pu exprimer de toute leur vie. C'est d'une tristesse, Ilona, c'est fou, et je trouve ça très intéressant aussi. Bon, très triste, mais très intéressant. Là, c'est dingue. 10 000 $ de dédommagement si tu dénonces quelqu'un qui a avorté ou qui fait avorter. Mais c'est fou, qui pratique des IVG, c'est dingue. Je suis sur le cul, vraiment. Se distanciant des autres juges conservateurs, son chef John Roberts a fait savoir qu'il aurait bloqué cette loi sans précédent en attendant un examen de fond. Les 3 juges progressistes ont également exprimé leur opposition à une décision jugée stupéfiante par la magistrate Sonia Sotomayor, qui a reproché à la majorité de se mettre la tête dans le sable face à une loi imaginée pour empêcher les femmes d'exercer leurs droits constitutionnels et échapper à un examen en justice. Le président démocrate Joe Biden avait lui aussi dénoncé plus tôt une loi radicale qui restreint l'accès des femmes aux soins de santé dont elles ont besoin, notamment dans les communautés de couleur ou à faible revenu, et délègue de façon scandaleuse à des citoyens privés les poursuites contre eux qui pourraient aider ces femmes. Ah, attends. Et délègue de façon scandaleuse à des citoyens privés les poursuites contre ceux qui pourraient aider ces femmes. Oui, j'ai compris du coup. Le chef d'État américain a également promis de défendre Roe versus Wade, mais ses marges de manœuvre sont limitées compte tenu de la minorité de blocage dont disposent les républicains au Sénat. Près d'un demi-siècle après cet arrêt, le droit à l'avortement divise toujours profondément les États-Unis. Selon un sondage de la chaîne NBC publié mercredi, 54% des Américains estiment que l'avortement devrait être légal dans la majorité des cas et 42% illégal. Je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça fou et que personne puisse vraiment arrêter ce schéma-là, que personne puisse vraiment avoir un effet sur cette loi, qu'on ait assisté à des scènes comme ça dans les cliniques où à 23h56, les interventions sont obligées de s'arrêter et les médecins pleurent d'impuissance face à ce qu'ils ne peuvent plus faire. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Qu'on ait encore besoin de se battre globalement pour l'accès à l'IVG, c'est un truc que je trouve dingue et qui me désespérera toujours. Parce que là, quand même, il y a du recul sur ça, je veux dire. Il y a du recul. On commence à avoir du recul sur plein de trucs. On commence à avoir des idées qui devraient... bah oui, qui devraient être un peu plus avancé que ça. Enfin, écoutez, je suis un peu sur le cul sur cette dernière nouvelle là. Je trouve ça fou. Je trouve ça juste fou. Les anti-choix n'essaient pas d'abolir l'abortion, ils essaient de légiférer sur qui peut et ne peut pas avorter, parce que les politiciens conservateurs pourront toujours se faire avorter quelque part. Tout ce que réussit la rhétorique des anti-choix, c'est d'enfermer des générations dans la pauvreté. C'est le but, et si ce n'était pas leur but, ils passeraient leur temps et leur argent à proposer une éducation sexuelle complète, une contraception gratuite. Lindy West. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est très bien résumé, et c'est ça, finalement. C'est-à-dire que empêcher des personnes d'avorter
euh, dans un délai aussi court, c'est aussi se dire que du coup, ceux qui n'ont pas accès à la santé, ceux qui sont dans des déserts médicaux, ceux qui n'ont pas accès à la contraception, etc., ces personnes-là ne vont pas pouvoir se rendre compte avant un certain temps qu'elles sont enceintes. Et voilà, et du coup, il va y avoir des enfants, plus d'enfants, toujours plus d'enfants, toujours plus d'enfants, dans des familles où il ne faudrait pas qu'il y en ait autant, et où les personnes en elles-mêmes n'en veulent pas. Enfin, c'est quand même terrible. Du coup, c'est quoi la sanction si on a avorté ou cherché à avorter? Parce que si ces femmes ont en plus déjà des enfants, c'est compliqué leur vie pour sauver 3 cellules. Oui. Bah oui, bien évidemment. Mais de toute façon, dans les femmes, il ne faut pas croire que les femmes qui ont recours à l'IVG, ce sont uniquement des jeunes filles de 15 ans qui ont fauté au bal du village. C'est pas ça la réalité de l'IVG. La réalité de l'IVG, c'est que, et encore une fois, je peux vous le dire parce que j'ai passé un an en tant que, j'ai passé un petit moment en tant que bénévole au planning familial. C'était un petit moment, mais ça a été, enfin, voilà, j'y suis restée un peu plus d'un an, et ça a été assez long pour me rendre compte en fait de la réalité du truc, où il y a énormément de mères de famille aussi qui ont besoin d'avorter. Et dans ces cas-là, je veux dire, si on supprime ce droit-là à l'IVG, c'est toute une famille qu'on condamne pour un hypothétique futur enfant. C'est une famille en entier, vraiment. Si la femme avorte quand même, et dans la majeure partie des cas, elle avorte quand même, mais avec des risques terribles pour sa vie, on peut priver potentiellement toute une famille d'un des parents. Voilà, parce qu'on n'a pas voulu l'aider. C'est fou, mais c'est fou, vraiment, je trouve ça dingue. Je trouve ça fou. Surtout qu'accompagner les enfants après la naissance, c'est complètement occulté le fait qu'une grossesse, ça dure 9 mois et que ça a des répercussions à vie. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et puis voilà, si c'est pas une grossesse dont on veut, il peut y avoir des consommations très fortes d'alcool, de stupéfiants, de tout un tas de trucs pendant la grossesse. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc qui inclut la vie d'une personne, avec la vie d'une personne qui, si elle ne veut pas changer ses habitudes, et qu'au contraire elle essaie par tous les moyens de se débarrasser de la grossesse, ça peut donner des résultats complètement dramatiques. Enfin, je trouve ça fou. Vraiment, ce truc sur l'IVG, je trouve ça complètement fou. Des enfants élevés dans des conditions de pauvreté extrême, c'est une manœuvre bon marché pour le capitalisme. Ben bien sûr que ça sert, mine de rien, d'avoir des générations et des générations de personnes corvéables à merci, parce que désespérées de trouver de l'argent, de trouver un boulot, d'essayer de survivre, de faire vivre leur famille aussi. Voilà. Bon, écoutez, je suis désolée. On termine sur l'IVG et sur ce droit qui recule dans plein de pays, et là notamment au Texas. Voilà, c'est terrible, quoi. J'ai très très peur de la hausse des suicides suite au postpartum et des violences conjugales. 20% des féminicides sont dus à une grossesse. Mais oui, bien évidemment, bien évidemment. Et il y a une étude qui est sortie, il faut vraiment que je vous la retrouve parce que je vous en parle souvent, qui est sortie sur les risques de mortalité en postpartum, et sur toute la grossesse, et à quoi c'était lié. Et les risques de mortalité en postpartum, c'est quasiment, le chiffre est énorme, c'est quasiment 50% des suicides. Et on se dit, bah, c'est fou, parce que même quand l'enfant est désiré, il y a quand même ce truc du postpartum qui des fois est extrêmement violent à vivre pour beaucoup, 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 beaucoup de parents, et notamment beaucoup de femmes, qui le vivent extrêmement violemment. C'est très très dur, ce postpartum, pour certaines personnes. Il y a un vrai problème de prise en charge globalement psychologique, et il y a un vrai problème au niveau de la santé psy, de toute façon, dans nos sociétés où on a du mal à considérer ça comme de la santé tout court. Mais on se rend compte déjà que sur une population qui souhaite cet enfant, il y a un vrai problème de prise en charge après. Alors, je n'imagine même pas sur quelqu'un qui se retrouve bloqué avec un être vivant dans les bras et qui ne sait pas quoi en faire, qui n'a pas envie de l'avoir, qui n'a pas envie de l'élever, qui n'a pas envie de s'en occuper, qui n'a pas envie. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est de la torture psychologique, physique, parce que se lever toutes les nuits pour nourrir, encore une fois, un être dont on n'a absolument pas envie de s'occuper, c'est terrible. C'est juste terrible. Alors, je suis désolée, Microchip FX, je suis vraiment désolée, et je suis désolée pour les trigger warnings de certains sur ce truc-là, mais c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit
les suicides des personnes qui viennent d'accoucher, c'est beaucoup, beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Bien évidemment qu'il y aura une hausse de ce chiffre-là s'il y a une restriction de l'IVG. Mais c'est une évidence. Parce que... et puis il y aura une hausse de la mortalité infantile aussi. Enfin, je veux dire, c'est faux de penser, encore une fois, et on va terminer là-dessus vraiment, hein, mais c'est complètement faux d'imaginer cette espèce d'image d'Épinal de la femme qui va apprendre pendant 9 mois à aimer son enfant, et à la fin, quand il va sortir, elle va forcément l'aimer parce qu'il va y avoir, tac, l'étincelle absolue du oh, en fait, c'est mon enfant, et les yeux se rencontrent, et c'est bon, c'est le grand amour. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, sinon il n'y aurait pas de maltraitance des enfants. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas de maltraitance du tout. Ça n'existerait pas. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolée, Nabouzor. Bien évidemment, protège-toi. Bonne après-midi sur toi. C'est complètement un mythe, effectivement, ce truc-là. Ça ne fonctionne pas. L'amour pour son enfant n'est pas forcément immédiat, il n'est pas forcément inné, et même quand on quand on aime profondément son enfant et que on le souhaite de toutes les fibres de son corps. Ce n'est pas inné. On peut être surpris un peu par ce qui se passe juste après une grossesse. Et, et voilà. Et il faut le savoir. Et c'est pas en occultant ça que ça va disparaître, ou voilà. Il n'y a pas quelque chose qui vient du plus profond des âges de soi-même. Voilà. Donc, ce genre de restriction d'accès à l'IVG, c'est criminel. C'est criminel. Et oui, c'est ça, Flora. C'est pas pro-life, c'est grossesse forcée, c'est ça. Et les pro-life, je ne sais pas qui le disait dans le chat, mais je l'ai vu passer, les pro-life détruisent beaucoup plus de vies qu'ils n'en sauvent. Et donc c'est pour ça que pro-vie, c'est pas vrai. C'est anti-IVG. C'est différent de pro-vie. Voilà, c'est pas pro-vie. Pro-vie, tu tiens à respecter la vie qui est déjà là, la vie qui va être là. C'est pas un mythe sur 3 cellules, quoi. Et après, les femmes lesbiennes et hommes trans qui veulent vraiment une grossesse, on les en empêche. Mais oui, en plus, il y a une valorisation de la grossesse et de la parentalité, mais tout en la supprimant pour certaines personnes. Enfin, voilà. C'est de l'anti-choix, bien sûr. C'est anti-choix. Bon, écoutez, voilà. On a terminé vraiment sur un truc hyper violent, je suis vraiment désolée. Où est-ce qu'on pourrait aller? Alors, il y a plein d'endroits où on pourrait aller. Si vous voulez, est-ce que vous préférez que je vous envoie... Je vais faire un raid sur une chaîne, hein, voilà. Est-ce que vous préférez que je vous envoie sur Nathalie qui est en train de jouer? Est-ce que je vous envoie sur Ebibi qui est en train de parler de soufflage de verre parce qu'elle est fabuleuse? Est-ce que je vous envoie sur Dollywood qui va visiblement parler aussi, j'ai l'impression, et qui va commencer son live? Répondez-moi là dans le chat pendant que je vous fais les petits au revoir d'usage. Merci beaucoup dans tous les cas d'avoir assisté à ce live. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a eu autant de monde. Vraiment merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous les raiders et raideuses qui ont amené encore plus de monde ici. Merci, merci. Merci beaucoup, Céline Mion. Écoute, je suis vraiment très, 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 très heureuse de tout ça. Si vous voulez continuer la discussion dans une ambiance positive, on va dire, et très bienveillante, sachez que du coup, il y a le Discord qui est disponible, le Discord de la chaîne, et sur lesquels il y a énormément de discussions autour de plein de sujets où les gens se parlent aussi entre eux, et ça fait beaucoup de bien à plein de gens. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur le Discord, voilà, dont l'adresse s'affiche chez vous. N'hésitez pas non plus du coup à suivre la chaîne On se laisse la nuit, la chaîne YouTube On se laisse la nuit, qui est ma chaîne, hein, finalement, et et où il va y avoir bientôt une nouvelle vidéo qui va sortir dans la semaine prochaine. C'est la rentrée pour la chaîne aussi. Ce live là va être en replay tout de suite pour les gens qui sont abonnés, bien évidemment, et dans une semaine sur la chaîne secondaire du coup des replays de la nuit, où on met tous les replays comme ça sans les monter. Donc du coup, si vous voulez voir les replays bruts, eh bien ils seront là-bas. Que dire d'autre? Que merci. Voilà,
continuez à être bienveillant et aussi intéressant, quelles que soient vos idées et vos idéaux dans ce chat. C'est vraiment, je me sens très très chanceuse d'être suivie par une communauté comme celle-là où vous êtes juste des perles, tous, quelles que soient vos idées. C'est assez fou et je me sens très très honorée de ça. Donc merci beaucoup. Les prochains lives se feront bientôt, probablement vendredi soir. Suivez-moi sur Insta et sur Twitter pour avoir les nouvelles de quand est-ce que les lives vont arriver et sur quoi ils vont être, parce que c'est là-dessus que je suis majoritairement présente. Et écoutez, je vais vous emmener voir du soufflage de verre. Voilà. Je vous le dis. Parce que comme ça va un peu libérer hop là, la tête et l'esprit. Et ça va faire du bien de voir quelqu'un parler de choses artistiques. En plus, ce qu'elle fait, c'est trop beau. Vraiment. Donc j'ai hâte que vous puissiez voir tout ça. Merci beaucoup pour tout. Encore une fois, hein, le Discord, la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à suivre du coup la chaîne Twitch pour pouvoir avoir les notifications de live quand j'y suis. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir été là et à bientôt.